fait ce matin? Oui. Merci. J'espère que le déjeuner a été un moment agréable pour vous. Et peut-être suffisamment conscient pour ne pas être complètement endormi à cet instant. Et si j'en vois un qui a les yeux qui baissent, eh ben, je me dis que c'est parce que c'était le bon moment pour lui de prendre un temps de repos, d'aller avec le courant de la vie qui nous traverse à cet instant. Alors merci de m'accueillir chez vous. Je sais que j'ai 2 heures. C'est un challenge pour vous offrir ce que moi je reçois depuis maintenant un petit peu plus de 15 ans. Et comme je vous partageais tout à l'heure, si à un moment, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, on m'avait dit que j'étais violente, je crois que je ne l'aurais pas cru. Et ça correspondait à un moment où j'étais infirmière scolaire et où j'arrivais à mes limites. Et c'est pour ça que j'aime bien revenir à l'école, parce que c'est un lieu pour moi où a démarré quelque chose d'assez fondateur pour l'infirmière que je suis. Alors j'ai démarré en faisant 7 ans de réanimation, où j'ai appris qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés. Mon chef de service était un homme avec lequel j'ai beaucoup appris autour de l'humanité. Il disait soit c'est le moment que les gens meurent et faisons en sorte qu'ils meurent dans les meilleures conditions, soit c'est pas le moment et faisons en sorte qu'ils gardent le meilleur souvenir de leur passage dans notre service. Et donc j'aime beaucoup cette idée du travail bien fait, au sens d'accompli du mieux qu'on puisse, chacun à l'endroit où nous sommes. Et puis de la mort en urgence, j'ai choisi d'accompagner des gens qui faisaient le choix de mourir à la maison. Et donc pendant 5 ans, j'ai été à la fois au domicile et en même temps responsable de 6 hôpitaux à Paris. Et j'ai beaucoup appris, notamment avec la rencontre d'un jeune homme qui mourait du sida. Et peut-être il y en a déjà qui ont entendu des confs sur Internet qui passent sur YouTube de moi, mais jamais je commence une conf ou une formation sans remercier le jeune homme qui fait que je suis là aujourd'hui. Et comme disait Catherine ce matin, il y a des moments où il suffit d'une personne à un instant dans notre vie pour qu'il y ait quelque chose qui bascule. Et bien moi, ma vie a basculé ce jour-là parce qu'on parlait des rêves et je disais, mais comment tu peux rêver alors que tu sais que tu vas mourir finalement dans si peu de temps? Et il me disait, mais tu es une nana tellement limitée que tu me fais de la peine. Alors moi j'avais 30 ans et moi je trouvais qu'à 30 ans, je croyais que je savais à peu près tout. Et maintenant que j'en ai quand même presque une trentaine de plus, je vois que chaque jour je sais un peu moins et c'est ce qui est le plus confortable. Et il me disait, mais c'est pas parce qu'on meurt que les rêves meurent. Et ça m'a profondément touchée. Et j'aime cette notion du rêve. Pourquoi? Parce que c'est porteur. Et moi j'ai un rêve aujourd'hui qui est celui que tous les enseignants qui aient envie d'accéder à une formation initiale sur la relation puissent y avoir accès. Et je me lève le matin avec ce rêve qui me porte de lieu en lieu. Et alors quand je suis avec Catherine, là c'est l'idéal, parce qu'on fait le trajet ensemble, on rentre ensemble. Oh j'adore. Non mais c'est vrai, c'est des petits bonheurs de la vie où on a des temps privilégiés, où on partage, où on se demande comment on va. Parce que sinon on est tous des hamsters. Enfin moi je me suis longtemps vue comme un hamster dans une cage qui tourne comme il peut, à courir comme ça et à espérer que ça aille bien. Et puis ce gamin en fait il était très enragé parce qu'à un moment de son existence on l'avait privé d'une forme de savoir autour de la transmission du virus du sida, et il me disait, tu vois Véronique, en ayant été privée du savoir, eh bien je n'ai pas eu le choix. Et il me disait, quand on a la patate comme toi, on ne fait pas d'accompagnement en fin de vie, on devient infirmière de prévention. Et alors vraiment jamais cette idée m'avait traversée entre les oreilles et sous les cheveux. Pour moi, infirmière, c'était le soin. Et puis ça m'a vraiment interpellée. Alors j'ai passé le concours d'éducation nationale et là je me suis retrouvée dans un établissement particulier qui était l'établissement de la première cité HLM de la ville de Paris, à Châtenay-Malabry. Et là j'ai vécu un grand moment de solitude, 1200 élèves, à peu près 200 personnels, moi seule dans ma guitoune, avec un nombre de consultations par jour qui se rapprochait de celle de la moyenne d'un médecin généraliste, c'est entre 40 et 50 personnes par jour, avec une boîte de space-fond et un sparadrap. Ça m'a changé un peu de la réa. Et des élèves qui venaient les uns derrière les autres, dont une grande partie n'aurait jamais été malade s'ils n'étaient pas venus à l'école. Je voyais des enseignants qui étaient juste désespérés. Moi, quand je les écoutais, je pouvais me relier à la beauté de leurs intentions pédagogiques. J'ai jamais croisé, et ça fait 15 ans maintenant que je suis à l'éducation nationale, j'aimerais vous dire que j'ai jamais croisé une seule personne qui avait de mauvaises intentions pédagogiques.
Par contre, j'ai vu beaucoup de personnes qui n'avaient pas les moyens de vivre la beauté de leurs intentions pédagogiques. Soyez les bienvenus. Excusez-moi, je vous en prie. Moi, je sais que vous avez fait du mieux possible. C'est vrai. Et on va voir que la communication non violente, justement, c'est ce qui va nous permettre de porter un regard différent sur des situations. Vous voyez, dans le cas concret, là, je pourrais dire, ah ben non, mais c'est le pompon, ils sont à la bourre, et en plus, je suis sûre, les connaissants, ils vont punir les élèves si jamais ça leur arrive. Ça vous parle? Et en sachant qu'aux élèves, on dirait, oui, mais nous, on est adultes. Vous voyez? Tous ces moments où moi, j'ai tellement accompagné de gamins enragés, parce qu'ils avaient une soif de justesse et de justice. Et que le challenge aujourd'hui qu'on a, nous, à vivre en tant qu'adultes, eh bien, c'est à retrouver notre capacité à inspirer. Et donc, dans cette infirmerie, eh bien, je voyais des enseignants qui, moi, me semblaient à peu près normaux. Et quand j'entendais comment ils se transformaient dans les salles de classe, je me disais, bon, on n'a pas dû me parler de la même personne. Mais comme il m'arrivait la même chose, j'avais peu de capacité pour les juger, parce que quand je rentrais chez moi avec mes 3 gamins, je me disais, un jour, je vais devenir spécialiste du bullying. Je vais en prendre un pour faire strike avec les 2 autres. Et tous les moments où on se dit, mais qu'est-ce qui nous a pris de nous reproduire? Au cas où ça vous soit arrivé déjà. Non mais sincèrement, qui parmi vous, au moment où vous avez reçu le bébé sur votre ventre, lequel d'entre vous aurait pu imaginer un jour avoir envie de le jeter dans le mur? Et c'est exactement ce que disait Catherine ce matin. Il y a des gens qui, peut-être pas accompagnés ou vivant dans une forme de solitude et d'isolement, sans en avoir les moyens, eh bien, se retrouvent à commettre des actes dont ils ont des profonds regrets. Et que moi je dis bien évidemment oui à ces lois contre les punitions et les sanctions, etc., avec force, à partir du moment où ce sera l'occasion de repérer des enseignants, des éducateurs et des parents en grande difficulté et pour lesquels on va pouvoir, bien évidemment, mettre en place du soutien. Parce que c'est vrai qu'on nous prépare à l'accouchement, alors même si ça dure entre 5 minutes pour certaines et 2 jours, mais globalement, après, c'est démerdez-vous pendant 30 ans. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup l'idée de la préparation à l'accouchement, mais à quel moment on accompagne, après, c'est ce que vous disiez ce matin, monsieur, j'ai bien entendu, à quel moment on accompagne la parentalité et à quel moment on soutient les éducateurs que vous êtes pour créer des relations de qualité à partir desquelles, eh bien, la transmission va pouvoir se faire. Et donc, à ce moment-là de ma vie, je vivais des grands moments de solitude en me disant, bah oui, c'est critiquable ce que font les enseignants. Oui, c'est critiquable ce que je fais moi en tant que parent, mais comment je peux faire autrement? Et le hasard, alors après, j'aime beaucoup ce proverbe arabe qui a été repris par Einstein qui dit « Le hasard, c'est le nom que Dieu porte pour passer incognito ». Alors quand on parle de Dieu, c'est pas un Dieu en particulier, un Dieu, Bouddha, Mahomet, XB27, la vie, appelez-le comme vous voulez. Mais j'aime beaucoup cette notion où à un moment, il arrive quelque chose dans notre existence et puis ça va être une perle. Et puis je découvre ce processus de communication non violente à partir de la lecture du livre de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Mais je me dis, ce type, il m'a suivi pendant des années et maintenant il est en train de se faire du blé sur mon dos. Je me dis, le jour où je vais le croiser, alors ça, je vais vraiment lui dire ces 4 vérités. Maintenant, Thomas est devenu un collègue et il a dit, mais j'ai écrit mon histoire. Une histoire de personnes conditionnées où, en étant inconscient de notre conditionnement, on n'a aucun moyen de faire un pas de côté. Et en lisant ce bouquin, je me suis dit, ouais, un jour, je serai formatrice certifiée, c'est pour moi. Et je reconnais que c'est un parcours qui m'a pris pratiquement 10 ans. Et c'est aussi un challenge quand on arrive à l'éducation nationale, avec un processus qui est un processus de conscience qui est long en termes d'appropriation, parce que je sais comment fonctionnent les formations dans notre institution. Vous faites 2 ou 4 jours de formation et on espère que vous allez devenir formateur pour vos collègues, la plupart du temps. Ouais, je vous vois. Oui, parce que c'est mon quotidien à l'éducation nationale. Et donc, je suis assez tranquille de vous dire que la formation de base, c'est 6 jours, et où on va repérer nos habitudes de langage et celles qui suscitent des réactions ou au contraire qui maintiennent un élan de contribution. On va repérer les habitudes d'écoute qui sont au service de la relation et celles qui le sont un peu moins. Et puis on va commencer à apprendre à être en expression authentique pour pouvoir préserver avec fermeté ce qu'on a à dire à quelqu'un, tout en pouvant
entendre des noms ou à continuer à danser, y compris dans les moments où on n'est pas d'accord. Et ça, c'est comme une rééducation. Donc moi, quand je démarre un stage, souvent, je dis bienvenue dans le centre de rééducation fonctionnelle de la communication, en sachant que quelquefois, il y a quand même des fractures ou des plaies pour lesquelles la rééducation est plus lente et plus longue. Alors j'aimerais vous dire qu'il est encore temps de partir là, à cet instant. Parce que là, vous n'êtes pas encore conscient de ce qui va se passer pendant les 2 heures. Et ça risque d'être super inconfortable. Je vous le dis en blaguant, et en même temps c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'avant d'apprendre quoi que ce soit, on est inconsciemment incompétent et globalement là on est à peu près heureux. Vous voyez, à partir du moment où on n'a jamais conduit de bagnole, on est inconsciemment incompétent. On prend un premier cours et on devient consciemment incompétent. Et là, on espère que les autres nous évitent. Là, à la fin de la journée, vous allez avoir conscience de vos habitudes de langage et vous n'aurez peut-être pas forcément les moyens de transformer quelque chose. Ce que disait Catherine ce matin, et j'ai beaucoup aimé cette notion du temps, d'appropriation, et où c'est une prise de responsabilité individuelle. Est-ce qu'à un moment, je choisis vraiment en conscience de prendre la responsabilité d'une remise en question, ou est-ce que j'attends que les autres changent? Moi, pendant 40 ans, j'ai attendu que les autres changent. Et si ma belle-mère changeait, grand sujet, et si mes enfants, et si les profs de mes enfants, et le gouvernement, et que fait... Voilà. Et je me suis rendu compte que je me fatiguais à attendre que les autres changent, là où rien en moi avait les moyens de prendre une responsabilité. Le processus de communication non violente dont je vais vous parler, eh bien, c'est un processus de prise de responsabilité individuelle. À un moment, j'ai rendez-vous avec moi-même et je regarde qu'est-ce que je pourrais, moi, changer qui, à un moment, peut-être ferait des ondes de choc pour que les autres changent. C'est comment je peux devenir inspirant. Donc, on est consciemment incompétent, on s'accroche à prendre d'autres cours de voiture, de conduite, on devient consciemment compétent. C'est-à-dire que quand on monte dans la voiture, on se souvient exactement de quelle pédale, est-ce qu'il faut débrayer ou pas. Et puis, si on continue à conduire, aujourd'hui, si je vous disais, qu'est-ce que vous faites quand vous montez dans votre voiture? Eh bien, je suis certaine que ça vous demanderait de dézoomer pour vous souvenir des gestes automatiques. Et donc, on devient consciemment incompétent, c'est-à-dire que c'est le moment où on devient moniteur d'auto-école. Vous, dans vos métiers, vous êtes des personnes qui sont consciemment incompétentes sur des registres, en fait, qui sont vos spécificités. Et que toute la pédagogie, la plupart du temps, ça demande de dézoomer pour pouvoir réapprendre à quelqu'un. Et là, mon intention, bien sûr, que moi, mon champ d'action n'est pas du tout la pédagogie. Parce que ça, c'est votre spécificité, le management, il y a plein de choses. Mais moi, là où peut-être je peux vous apporter quelque chose, et ce qu'on fait beaucoup en formation, notamment, je partageais ce matin, soit à Créteil, Reims, Bordeaux, il y a de plus en plus d'académies qui se mettent en mouvement, c'est comment on va soutenir une forme de conscience dans des habitudes pour pouvoir avoir le choix qui va permettre ou pas de faire des pas. Peut-être qu'à la fin de l'après-midi, vous allez rechoisir ce que vous faites depuis des années. Et mon intention, au moment où je me présente devant vous, c'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Parce que je ne crois pas avoir ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que dès qu'un être humain vit quelque chose de l'ordre d'une contrainte, soit il se soumet, soit il se rebelle. Mais dans les deux cas, on a perdu toute intention pédagogique, puisque pour moi, la pédagogie, c'est de soutenir les êtres humains à passer d'un cap de dépendance-indépendance, qui sont l'évolution normale d'un être humain, à tendre vers l'autonomie et l'interdépendance. Et je vais vous expliquer ça. Pourquoi? Parce que pour moi, il est important de savoir où on va quand on veut accompagner des gamins. Alors en introduction, je vous ai mis une phrase que j'aime beaucoup de Prévert qui dit « Si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Et cette phrase, elle a été reprise par Trintignant quand il a reçu la Palme pour son film Amour. Et moi, je me dis, à quel moment on inspire la joie aux jeunes que l'on rencontre? Et c'est... Enfin, moi, j'ai beaucoup... Alors, parce qu'après l'éducation nationale, pendant 5 ans, je suis devenue animatrice de prévention pendant 10 ans dans les banlieues, sur 2 thématiques, la vie relationnelle, affective et sexuelle et la prévention du suicide.
et j'ai pu expérimenter la communication non violente en live dans les classes. Et sincèrement, je crois que ça m'a sauvé la plupart du temps de situations périlleuses dans des classes où c'était plutôt hard rock et pas dans des banlieues insensibles. Je déteste le terme de banlieue insensible. Pour moi, il y a des gens sensibles qui vivent dans des lieux qui sont inadaptés. Et ça, je crois beaucoup à cette vigilance de terme. Et puis, j'aimais bien aussi vous accueillir avec cette phrase de Brecht que j'adore qui dit « On s'occupe souvent de la violence d'un fleuve, rarement de celle des berges qui l'enserrent. » Et donc, à quel moment, nous, on est capable de mettre de l'huile sur le feu pour que ça génère des réactions chez les élèves, avec les collègues ou avec les parents d'élèves, sans être conscient que finalement, on a mis cette huile sur le feu. Et c'est pour ça que ce processus est un processus extrêmement simple, très exigeant, et en même temps, je dirais redoutablement efficace avec soi-même, mais en ayant l'idée d'accepter que oui aussi, à certains moments, je peux être à l'origine de choses qui vont générer des réactions chez les autres. C'est pour ça que c'est pas confortable et vous pouvez partir à tout moment. Non mais j'insiste. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément simple au départ de se voir confronté à la réalité. Moi, après le premier module de 2 jours, je me suis dit, être d'un bon sang de bonsoir, je sais pas à partir de quand je vais pouvoir réouvrir. À partir du moment je vais oser parler. Deuxième module, je me suis dit, je ne sais pas écouter, donc en tant qu'infirmière, autant vous dire que ce n'était pas confortable. Et au fur et à mesure, je me suis comme rééduquée pour revenir vers la relation avec un petit peu plus les moyens, à certains moments, dans certaines conditions. Bienvenue! Je vous laisse un temps pour vous installer. Alors ce matin, Catherine vous a proposé 2 fois des temps par 2. Et là, je vais prendre le relais par rapport à une question que j'aime beaucoup, où vous allez pouvoir partager avec la personne qui est à côté de vous. Est-ce que dans votre vie, eh bien, il y a eu une personne qui vous a inspiré? Quelqu'un où vous vous dites à un moment, vous voyez les moments où on dit quand je serai grand, je serai comme lui ou comme elle. Et donc je vais vous inviter à partager. Alors vous n'êtes pas obligé de dire qui est la personne. Moi, à chaque fois qu'on me pose cette question, je vois mon grand-père qui arrive des courses et qui offre à sa femme, donc ma grand-mère, un mini carré de chocolat. Mes grands-parents étaient des gens modestes, on pourrait dire pauvres aujourd'hui. Et mon grand-père avait cette attention particulière à sa femme, et ça m'a toujours beaucoup touchée de voir cet homme arriver avec ce mini carré de chocolat. Et ça m'a fait porter des valeurs particulières que je crois porter encore, qui sont la simplicité et la générosité. Donc là, l'intention, quand vous allez pouvoir échanger avec votre voisin ou votre voisine, et en sachant qu'il n'y a pas d'obligation, si vous n'avez pas envie de faire ça, eh bien, je vous invite à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que les êtres humains que nous sommes, eh bien, nous aimons choisir. Et qu'à partir du moment où nous avons le choix, il y a peut-être quelque chose qui se réouvre dans notre volonté à contribuer. Donc ça va interroger aussi toute la dynamique de la contrainte à certains moments qu'on impose à certains gamins où c'est vécu comme une contrainte alors que le cadre est nécessaire. Et c'est comment on va construire des cadres qui soient des repères sécurisants et qui soient moins vécus comme des contraintes que comme des appuis sur lesquels on va grandir. Donc là, petit temps de partage, et vous allez avoir 1 minute chacun, et moi je vais être le gardien du temps, et je sonnerai pour qu'il y ait pour que ça puisse faire tilt. Et donc l'idée c'est de vous relier à une personne qui, de votre point de vue, vous a inspiré, et quelles sont les valeurs que cette personne finalement a laissées en vous? Quelle empreinte, quelle valeur cette personne portait? Est-ce que j'ai été suffisamment claire dans la consigne? Alors c'est parti pour 1 minute. Alors pour ceux qui sont arrivés en décalage, et vous voyez, j'ai pas parlé de retard. On va voir comment les mots sont subtils. C'est très différent de dire à quelqu'un t'es en retard et de lui dire je vois que tu arrives avec 17 minutes de décalage. Là, on passe
d'une interprétation d'un jugement à une observation. Et on va voir qu'observer sans interpréter, il y a quelqu'un qui disait que c'était la plus haute forme de l'intelligence humaine. Eh bien, moi j'ai ramé pour être intelligente, tellement je me voyais avec une capacité à juger et à interpréter qui était remarquable. Pourquoi? Parce que si on a envie de créer des relations de qualité, on va mettre notre attention sur tout ce qui pourrait nous séparer. Alors, à l'intérieur de nous, comme à l'extérieur, l'autre n'est jamais qu'un morceau de moi. Et de regarder que quand je passe en mode observation, il est certainement possible que je puisse préserver le lien, alors que dès que je passe en mode interprétation, jugement, alors je suis absolument certaine que l'autre en face, eh bien, va le vivre comme une attaque. Alors, on y reviendra. Je marque juste en mémo, jugement. Alors, pour ceux qui sont arrivés en décalage, ce que je viens, après m'être présenté, je viens de demander à vos collègues de se mettre en lien avec une personne qui, dans leur existence, a été inspirante. Et il y avait juste un temps de partage à deux. Voilà. J'aime beaucoup, quand quelqu'un arrive en décalage, de pouvoir comme raccrocher la dynamique du groupe. Pourquoi? Parce que ce matin, Catherine vous l'expliquait aussi comment nous aimons vivre l'appartenance. Et que dès que je vis quelque chose qui me décale du groupe, il y a comme un effondrement. Et donc, comment est-ce que je vais réintégrer des collègues qui arrivent après un arrêt maladie, des collègues qui arrivent en décalage parce qu'ils ont été nommés X jours après la rentrée? Comment est-ce que je réintègre un élève parce qu'à un moment il a été exclu ou parce qu'il a été malade? Comment est-ce que j'accueille une famille en cours d'année? Vous voyez, tous ces moments de lien qui vont augmenter la sécurité relationnelle et qui vont permettre de pouvoir continuer à apprendre dans des conditions, je dirais, comme les meilleures, celles qui favorisent le fait qu'à l'intérieur, là, ce soit calme pour pouvoir s'ouvrir à des nouveautés, alors que quand il y a du stress, il n'y a plus rien qui arrive. Alors maintenant, eh bien, je vais vous inviter à regarder par rapport aux valeurs que vous venez de découvrir, par rapport à l'ancrage que cette personne a laissé en vous, eh bien, comment est-ce que vous vivez cette valeur? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour vivre la valeur inspirée par la personne que vous avez rencontrée? Est-ce que je suis assez claire? Non? Vous voulez que je refasse? Ouais. C'est-à-dire, moi je vous ai dit, si on me demande de me relier à quelqu'un qui m'a inspiré, j'ai cette image de ce grand-père avec ce carré de chocolat et où ça nourrit la simplicité et la générosité. Et bien là, ce que je vous demande d'aller regarder, c'est, sachant que cette valeur a été inspirée par quelqu'un, comment est-ce qu'au quotidien, vous inspirez cette valeur-là? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Alors moi, si je parle de moi, comment est-ce que je vis la simplicité et la générosité? Par exemple, tous mes stages, il y a des gens qui sont invités, parce que ce sont des gens peut-être qui n'auraient pas eu les moyens de le faire, ou qui rencontrent une difficulté à un moment. Eh bien, quand je fais ça, je sais qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui comme assure cette lignée, au moins sur ces valeurs-là. Est-ce que c'est plus clair quand je vous donne l'exemple? Ok. Alors, je vous invite, et là, il va y avoir 2 minutes de partage par personne, mais ça peut être un échange. Là, je ne vous donne pas de consigne d'écoute particulière. De partager, ben voilà, de votre point de vue, comment est-ce que vous vivez cette valeur qui, à un moment, vous a marqué la cellule? Ça va? Alors, c'est parti pour 2 fois 2 minutes, et je sonnerai à la mi-temps. J'aime bien la dynamique de la réappropriation. C'est bien quelqu'un. Parce que à chaque fois, j'ai l'impression que quelqu'un pour la première fois. Par contre, à chaque fois, je dis oui. Et voilà. Oui, il n'y a pas de dire. Mais j'adore ça. C'est ça que j'aime.
j'adore observer ce qui se passe, que j'appelle comme un décalage à certains moments entre une consigne et la réalité de ce qu'on vit. Surtout quand je suis à l'éducation nationale, parce que ça c'est mon côté très chippie. Puis en même temps, j'ai tellement de gratitude pour tous les profs qui m'ont supporté. J'aime beaucoup dire que je contribue en tout cas à l'école de la première chance, parce que s'il n'y avait pas eu des gens comme vous sur mon chemin, je suis pas sûre que je serais arrivée là où je suis arrivée. Alors, de quoi je parle en décalage de consignes? Je dis, est-ce que ça va être partagé avec votre voisin, par exemple? Voilà, et puis je vois, il y a des groupes de 3 et des groupes de 6. Il y en a un qui est tout seul en haut. Et je me dis, ah tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, où est-ce que ça m'amène la communication non violente? Eh bien, à porter un regard différent sur la réalité. Sur la réalité. Une façon de voir la réalité d'une manière différente. Pourquoi? Parce que s'il y en a qui se sont mis par 6, eh bien, ils avaient certainement des bonnes raisons de faire ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça a nourri? Je vous regarde parce que j'ai vu un petit groupe là. Qu'est-ce que ça a nourri finalement de partager vous à 6? Ça dépannait ceux qui avaient trouvé personne. Je crois qu'on dépannait celui qui n'avait rien à dire. Mais oui, comme une façon de contribuer, D'inspirer, oui, bien sûr, je peux me retrouver avec une consigne et je me dis, oh là là, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Et donc, comme nous sommes des aides de contribution, nous venons en soutien à quelqu'un que je crois, là, que je vois vivre une situation qui est un peu délicate. Est-ce que c'est ça? Ouais, donc il y a quelque chose, vous voyez, de la coopération, de la solidarité. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose dans votre équipe? Vous dites? Je dis, du coup, on est devenu une équipe, en fait. Eh oui, du coup, vous êtes devenu une équipe. C'est-à-dire que, spontanément, l'être humain aime contribuer. Et donc, vous voyez, quand je parle de décalage avec la consigne, il y a un côté chez moi, dans ma vie d'avant, qui aurait dit « Ah bah d'accord, super. Hein. Si les gamins faisaient ça, eux, eh ben, ils seraient punis. » Vous voyez? Et puis maintenant que je vois les choses différemment, c'est-à-dire que je sais que derrière chaque acte, ou derrière chaque parole, quoi que quelqu'un dise ou fasse, il est en train de nourrir un besoin, alors ça me permet d'être dans un espace de compassion tout à fait différent. Et je vais vous illustrer ça. J'ai accompagné une fois un gamin qui crachait sur un enseignant et il allait être viré pour la 5e fois d'un collège. Autant vous dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Et que ça, c'est non négociable. Parce qu'il y en a qui croient que la communication non violente, c'est l'art de venir. Alors Catherine, ce matin, disait bisounours. Moi, je dis peace and love. Monte-moi sur le pied, puis c'est pas un problème. On va s'entendre. J'aimerais vous dire que moi, je suis jamais devenue aussi ferme que depuis que je connais ce processus. Et donc, j'ai dit aux gamins, que ce soit clair entre toi et moi, si jamais il te venait à l'idée de me cracher dessus, il est fort possible que dans un instant premier, j'ai envie de te dévisser les cervicales. Est-ce qu'on est clair, toi et moi? Il était comme ça. Et je dis, par contre, on va aller voir la beauté de l'être que tu es en amont de cet acte. C'est-à-dire que ce processus va nous amener à ne jamais confondre un moyen, une stratégie utilisée à un moment donné d'un besoin. Et donc ça va être une notion extrêmement importante, ce qu'on va appeler une différenciation clé. Marshall Rosenberg, qui est à l'origine de ce processus, qui est le père de la communication non violente, dit qu'il n'a rien inventé. Il s'est beaucoup appuyé sur des sagesses ancestrales, et notamment sur Piaget, que vous connaissez mieux que moi, où il dit l'enfant apprend par imprégnation et aussi par différenciation. Et donc nous, tout notre processus est basé sur des différenciations clés. Nous, on en travaille 26 quand on est en cours de certification. Et là, je vais vous parler des 4 différenciations clés premières qui servent déjà un mouvement de conscience. Et donc ce gamin, quand il crache, c'est un moyen de nourrir un besoin. Je déteste le moyen et je ne suis pas d'accord avec cette stratégie. Et ça, c'est pas négociable, que les choses soient claires. Et ça demande une réparation. Et pour lui, et pour l'enseignante, et pour la classe. Parce que ça a un impact. Et au moment où je lui dis, on va aller regarder qu'est-ce qui est important pour toi, et on va aller voir la beauté de l'être que tu es en amont. Déjà, il a commencé par me dire, mais moi, jamais personne m'a dit que j'étais beau.
Alors je me suis dit que ça interrogeait aussi certainement notre vision et comment on accompagne les enfants dans leur construction et dans l'estime d'eux-mêmes, dans la confiance en eux. Et puis au bout d'une demi-heure, on est arrivé dans un lieu où je lui dis, mais est-ce qu'à un moment, ce qui est important pour toi, c'est que tu sois vu dans ce que tu vis chez toi? Et ce processus de communication non violente, c'est un processus qui est très corporel. Et ça, bien sûr, qu'on s'entraîne dans les stages. Ça ne va pas être le but là, de cette conférence qui est juste là pour que vous sachiez que ça existe et puis que je vous donne quelques pistes. Et donc, il y a une larme qui a perlé au niveau de son œil. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on m'avait fait? Parce que quand on est un caïd à Éragny-sur-Oise, on ne chiale pas. Et je dis, c'est juste parce que la vie, en tout cas à l'intérieur de toi, ce qui avait besoin d'être entendu, a été entendu. Et vous verrez au fur et à mesure, peut-être si vous pratiquez ou si vous faites des formations concernant cette approche, que quand on nomme un besoin, eh bien la plupart du temps, la personne s'apaise. Et je vais vous accompagner tout à l'heure par rapport à ça. Et quand je lui ai dit, mais ok, donc tu aimerais être vu dans ce que tu vis chez toi, est-ce que tu peux trouver un autre moyen pour le manifester? Parce que cette façon de faire ne correspond d'aucune manière aux normes qui sont les nôtres. Donc vous voyez, à force de dézoomer, on va comme pouvoir accompagner les gens dont on a la responsabilité, et la seule personne dont on ait la responsabilité 24 heures sur 24, c'est nous-mêmes, dans un premier temps. On va déjà pouvoir s'accompagner pour peut-être un jour accompagner les autres, pour qu'on puisse repérer qu'un besoin, eh bien, il y a certainement 36 000 moyens ou stratégies pour nourrir ce besoin. Et donc là, avec son éducateur, on a pris une mesure où, quand il voyait qu'il serait important qu'il soit entendu chez lui, qu'il puisse contacter l'éducateur plutôt que d'en arriver à poser un acte qui est inacceptable. Et puis ce gamin, quand on a vu avec l'éducateur comment, justement, c'est là où je peux faire du lien avec ce que disait Catherine ce matin, il avait les bras et les jambes lacérés. Et moi et l'éducateur, on a fondu en larmes de voir comment ce gamin était maltraité. Et que plus il était viré du collège, plus il était maltraité. Et je ne connais aucun éducateur, aucun, qui continuerait à exclure ou punir un gamin s'il savait ce qu'il vit chez lui. Mais comme on n'a pas eu les moyens d'apprendre à dézoomer pour aller voir en amont des actes, bien la plupart du temps, nous prenons, et je dis bien nous, parce que moi j'aurais fait la même chose, nous prenons des décisions qui, comme, peuvent couper un élan de vie. Et je trouve extrêmement important de commencer à cheminer avec cette vision-là, qu'un besoin, certainement 36 000 stratégies. Alors, est-ce que déjà ça va pour vous quand je vous fais cette différence besoin-stratégie? Alors comment on va repérer qu'un besoin est un besoin? Eh bien parce que le besoin il est universel. On pourrait dire qu'il est validable par tous les gens, tous les bébés à la première seconde de vie jusqu'au dernier souffle. Il est universel. Un besoin il ne dépend pas d'un objet ou d'une personne en particulier. Et c'est comme une force motrice qui nous pousse à vivre. Donc quelquefois, moi j'ai des doutes en me disant est-ce que c'est un besoin? Et par exemple, je me dis tiens, je pourrais dire j'ai besoin d'argent. Je dis en fait le mec dans l'igloo sur la banquise, est-ce qu'il pourrait se dire la même chose? Non. Est-ce que le bébé à la naissance pourrait se dire la même chose? Non. Ah, je me souviens, alors c'est une stratégie qui va nourrir certainement X besoins dans différentes conditions. Et donc quand je commence à me relier à ce niveau-là chez un être humain, eh bien je sais que c'est la nappe phréatique qui réunit les êtres humains, quelles que soient leurs origines. Et ça, c'est une grande bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que j'habite dans un château, dans une maison individuelle, dans une habitation à loyer modéré, un tipi, c'est un petit peu moins fréquent à Angers ou à un igloo, eh bien, la zone phréatique qui réunit les êtres humains, eh bien, c'est la zone des besoins. Et donc, ça va nous permettre de transcender les cultures, les religions, les appartenances. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Et c'est ce qui m'a permis, moi, certainement, de rester en vie dans la plupart des banlieues dans lesquelles j'ai travaillé. Alors, je serais curieuse de savoir quelles valeurs, eh bien, les personnes vous ont inspiré. Est-ce que si on fait un recueil popcorn, vous seriez d'accord pour partager quelles sont les valeurs que la personne à laquelle vous avez fait référence vous a inspiré?
La simplicité. Est-ce que ça vous ennuie d'augmenter juste un petit peu le volume parce que je ne vous entends pas? La bonté. La droiture. La droiture. L'attention. L'attention. J'imagine en un seul mot. La disponibilité. La disponibilité. La tolérance. La tolérance. L'entraide. L'entraide. La générosité. La générosité. La tolérance. La tolérance. Le partage. Le partage. La bienveillance. Vous avez dit pardon? La bienveillance. La bienveillance. Oui. Veiller avec bien. Et je partageais tout à l'heure dans la voiture avec vos collègues et Catherine combien la bienveillance aujourd'hui s'est vécue à certains moments comme une injonction. Et qu'il y a une... Je fais attention d'aller jusqu'au bord et de voir qu'au fur et à mesure que j'accompagne des équipes, comme je vous disais ce matin, c'est comment je vais pouvoir donner les moyens d'une bienveillance plutôt que d'être dans une injonction. Moi, j'ai vécu dans une famille, on me disait, il faut être gentil, il ne faut pas juger, il faut... Hein. Puis après, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que c'est où le mode d'emploi? Et donc aujourd'hui, pour moi, la bienveillance, bien sûr, c'est une valeur que nous aimons et recevoir et donner. Et en même temps, c'est une valeur pour laquelle je crois que nous avons fondamentalement besoin de soutien pour pouvoir apprendre la bienveillance avec nous-mêmes et avec d'autres. Parce qu'il y a un chemin, et c'est ce chemin dont je vais vous parler aussi au fur et à mesure de l'après-midi. Parce que si jamais je vis les choses comme une injonction, deux cas de figure, c'est toujours la même, soumission ou rébellion. Les deux axes qui me font dire que j'ai perdu, comment je dirais, la notion d'éducation pour que l'être humain devienne libre. Dès qu'un être humain est soumis au rebelle, il a perdu sa liberté. Donc c'est important de voir quelle éducation on va choisir pour nos gamins. Donc bienveillance, est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous avez mis en évidence et que vous aimeriez partager? La joie de vivre. L'altruisme. L'engagement. L'engagement. L'optimisme. Le travail. Oui, le travail. La curiosité. C'est ma curiosité. Parce que je peux être super créative en orthographe si je parle et j'écris en même temps. Donc si à un moment vous voyez un mot qui ne correspond pas à ce que Robert ou Larousse aurait dit, je vous invite à me soutenir. L'ouverture, le respect. Vous voyez comment je me suis présentée par rapport à l'orthographe? Je dis, je suis créative. Parce que j'imagine qu'il y en a plein parmi vous qui ont eu le don, enfin dire de la créativité, vous est tombé dessus parce que peut-être vous êtes musicien, peut-être vous dessinez, peut-être vous êtes sculpteur, peut-être vous êtes un artiste avec les mots. Moi, la créativité, elle m'est tombée dessus avec l'orthographe. Et jamais personne n'a tellement aimé cet art que j'avais d'inventer des mots. Vous voyez la différence? Si on m'avait dit que tu es une petite fille créative, eh bien, ça m'aurait certainement moins sapé l'élan d'écrire. Mais ça ne veut pas dire qu'on m'aurait dit, on laisse libre cours à ta créativité. On m'aurait dit, tu es créatif pour ça. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse te soutenir, pour continuer à écrire et peut-être trouver des moyens pour te souvenir comment les mots s'écrivent? Moi, j'ai tellement été terrassée par cette inquiétude de faire des fautes d'orthographe que je faisais tout en mode le plus court possible pour limiter le moment où j'allais avoir 0 parce que j'avais écrit 10 mots sur 500 de traviole. Donc vous voyez, c'est vraiment un regard différent sur comment j'accompagne avec bienveillance
ben, la créativité qui tombe dans certains domaines et pas d'autres, quoi. Moi, j'aurais préféré être sculpteur, hein, si on me demande mon avis, vous voyez. Ben, c'est pas tombé là. Voilà, pas de peau. Alors, tant mieux pour les sculpteurs. Et puis, ben, ceux comme moi, pour qui la créativité est tombée ailleurs, ben, je fais avec. Et je demande du soutien. Oui. Moi, je suis très embêté parce que j'ai trois notions, trois valeurs qui me semblent absolument fondamentales. Ouais. Qui font partie des choses sur lesquelles on a échangé. Ouais. Il y a la révolte, la justice et la liberté. Alors. À partir du moment où vous avez qualifié la rébellion comme étant une négation de la liberté, je suis très embêté de sentir ma révolte comme source d'inspiration. Mais oui. Alors merci d'oser dire. La justice, la liberté, la révolte. Alors on va regarder qu'est-ce que la révolte vous permet. Parce que c'est un mouvement de vie, la révolte. Moi, je suis une révoltée de nature, si vous percevez un peu l'énergie avec laquelle je fonctionne. Qu'est-ce que ça vous permet, la révolte? D'affirmer autre chose. Est-ce que c'est une forme d'affirmation? Oui. Ça permet Qu'est-ce que ça vous permet, monsieur, la révolte? Plein de choses. Pour moi, ça me permet de construire ma liberté. Oui, ça va être quelque chose qui va soutenir un pilier de la liberté pour vous. Est-ce que ça permet encore autre chose? Ça me permet de partager avec d'autres. Oui, parce que j'imagine que si vous partagez avec d'autres révoltés, ben, on vit l'appartenance. Mais oui. Ouais. Est-ce que ça vous permet encore autre chose, là, ce mouvement de révolte? De mettre des mots et des perspectives sur les émotions. Vous avez dit de mettre des mots et des perspectives. Et des perspectives, oui. Donc c'est comme si je mets en mots, et puis ça me permet effectivement comme de pouvoir projeter, d'avoir des moments où il y a de la prospective possible. Est-ce que ça vous permet encore autre chose, la révolte? Développer une critique et... Ouais. Est-ce que ça vous permet comme une forme de discernement? Oui, comme si... Vous dites, pardon? Critique et discernement, c'est assez proche. Oui. Oui. Je grandis en discernement. Est-ce que ça vous permet autre chose? Avoir un interrogatoire. En tout cas, ça nous permet d'être en lien et ça nous permet de danser, alors que si vous l'aviez bouclé, je me serais privée du temps d'échange avec vous. Mais ce qui se passe, c'est que derrière tous les mots, si je prends le temps, et si de mon point de vue, je ne sais rien à la place de l'autre, eh bien simplement en accompagnant, qu'est-ce que ça vous permet? Eh bien ça me permet d'être en lien. Pourquoi? Parce que nous aimons être en lien, et nous aimons être en lien avec une certaine qualité. Alors je vais vous illustrer pourquoi j'ai parlé de soumission et rébellion, qui sont des axes en tout cas, qui finalement sont le témoin du pouvoir que nous donnons à l'autre. Et que ce n'est pas le but. Le but, c'est de retrouver du pouvoir avec nous-mêmes au service de la relation à l'autre. Je vais vous les illustrer. Le fils de Marshall Rosenberg, il y a une dizaine d'années, quand il le met dans une école classique, et ce gamin, à 10 ans, il a les cheveux jusqu'aux fesses, et quand il arrive le matin, le directeur lui dit « Oh, la jolie petite fille !» Voilà, ça c'est fait. Et puis quand Marshall récupère son fils le soir, il dit « Alors, Brett, comment ça s'est passé la journée aujourd'hui ?» Ouais, bon, voilà, quoi. Il dit, mais ça n'a pas l'air d'aller vraiment. Bah, il dit, écoute, il m'est arrivé quand même un truc ce matin, c'était étonnant. Hein. Alors, il dit, ah bon? Il dit, bah oui, parce que quand je suis arrivée au lycée, à l'école, le directeur m'a dit, oh, la jolie petite fille. Alors, Marshall a déjà vu la colère grimper. Lui, il se voyait presque aller voir le type et lui faire un peu, lui dire ses 4 vérités. Puis, il dit, mais comment tu t'en es sorti? Il dit, mais papa, je me souviens que dans tes conférences, tu dis de ne jamais laisser à l'autre le pouvoir ni de me soumettre, ni de me rebeller. Alors il dit, mais comment t'as fait? Ben, il dit, j'ai pris un temps. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas évident pour cet homme. Ah bon, mais pourquoi? Il dit, mais parce que quand j'ai réalisé qu'il était chauve, ben, peut-être que c'était pas évident pour lui. Donc, voyez ce gamin, il dit rien à ce directeur d'école. Mais à l'intérieur de lui, il se souvient qu'il a les moyens de se relier pour aller sur la colline de l'autre. Donc,
j'aime beaucoup cette vision, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a moi, il y a l'autre, et on va voir que dans la vie, tout est une question de point de vue. Vous voyez, par exemple, si je divisais l'amphi en deux, bien tout ce côté, je vous demanderais de quelle couleur les boules du sapin sont. Et vous me diriez rouge. Et puis si je vous disais de quelle couleur les boules sont, vous me diriez c'est bleu pour les daltoniens. C'est pénible cet exercice avec une partie de daltonien. Voilà. Et donc, vous diriez ah mais quelle mauvaise foi quand même. C'est quand même dingue. Puis vous diriez ah ben dis donc, je pensais pas que j'avais autant de collègues abrutis. Et donc, on va voir que comme on a été éduqués pendant toute notre vie et depuis 8000 ans à avoir raison, comme on a tous reçu la même éducation d'avoir raison, il y a un moment, on finit par être malheureux. Et que si notre intention, c'est d'avoir raison au lieu de créer du lien, alors ça va être le lit des conflits. Et donc là, ce gamin, à un moment, ce que disait Catherine ce matin, comment je développe la capacité à me mettre comme à la place de l'autre pour un temps, mais tout en restant quand même à ma place, parce que si je me mets à la place de l'autre, il n'y a plus personne à la mienne. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans l'écoute empathique, comment on va rester chez soi tout en accompagnant l'autre. Eh bien, ce gamin, à un moment, quand il est sur la colline de ce directeur d'école, et qui mesure peut-être le chagrin que cet homme a d'être chauve, parce que peut-être c'est pas marrant pour lui, peut-être ça a des peut-être ça a des conséquences dans son existence, eh bien, le gamin, il reste chez lui, tout en préservant cette capacité à être dans la compassion. Et donc, il ne donne plus le pouvoir à l'autre, ni de se soumettre, ni de se rebeller. Il reste dans son axe. Est-ce que ça vous parle quand j'illustre avec cet exemple par rapport à la notion de la révolte? Ou pas? Non, je ne voudrais pas chercher à avoir raison. Non, parce que vous et moi, on a envie d'être heureux ensemble. Non, mais c'est important de se regarder. Moi, je pense que j'ai pourri la moitié de mes relations. Et ça m'arrive encore, hein, que les choses soient bien claires. Venez me voir chez moi et ça va vous détendre. On va pas tous venir en même temps. Pas en même temps, voilà. Mais de voir que, moi, pendant longtemps, il me semblait essentiel d'avoir raison. Et qu'aujourd'hui, j'aime jouer au fait qu'on puisse être d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. Et ça change vraiment les choses. Parce que sinon, il y a quelque chose chez moi qui peut arriver en mode bulldozer et je ne suis pas sûre que ça soit au service de la relation. Et j'arrive. Et tout ce qu'on va avoir ensemble, eh bien, c'est qu'est-ce qui peut être soutenant pour préserver le lien, pour que de cet espace de lien, il puisse y avoir quelque chose autour de l'apprentissage. Et qu'aujourd'hui, enfin moi quand j'avais vu la conseillère de M. Payon, à une époque, je disais, comment est-ce que c'est possible qu'on mette des enseignants, des directeurs d'école, des proviseurs, des principaux dans des lieux où on ne leur donne pas les moyens de la relation? Je fais autant des gladiateurs, quand on mettait un mec dans l'arène, au moins on lui fourguait une épée pour lui donner une illusion avec le lion. Mais aujourd'hui, je trouve quasi inhumain de ne pas donner les moyens de la relation. Et c'est ça, en fait, qui fait que je me lève le matin pour soutenir la beauté des intentions pédagogiques que je vois chez tous les éducateurs que je croise, quels qu'ils soient. Monsieur, je reviens vers vous. Oui, c'était juste pour dire que, effectivement, je trouve que de parvenir à convenir qu'il y a des désaccords et exprimer les désaccords, pour moi, c'est la définition même du conflit. Et tout à l'heure, vous avez, avec la rébellion, vous avez jeté également le conflit avec l'Audubin. Et alors c'est sans doute des questions de vocabulaire et de formation, mais moi j'ai pour habitude de défendre le fait que le conflit soit quelque chose de structurant, mais pas le conflit dans la volonté de réduire l'autre à son emprise, à son pouvoir. Le conflit comme étant l'état des accords ou des désaccords nommés et abordés dans une perspective constructive de faire des choses ensemble. Oui. Mais après, bon, c'est là où le vocabulaire est parfois compliqué. Oui, je suis d'accord.
quelquefois on peut arriver à une limite du vocabulaire, là où moi j'entends que pour vous le conflit, c'est vraiment une source, c'est un moyen de grandir ensemble. Et que dans les échanges, qu'on soit d'accord ou pas, finalement ça va nous permettre certainement de réfléchir à un niveau auquel tout seul on n'aurait pas réfléchi. Je crois que c'est ça, je crois que vous voulez dire. Oui, et là, je partage vraiment votre vision. Mais oui, merci. Alors, oui, monsieur. L'autodérision, ça peut être aussi un moyen d'éviter d'aller au clash, au conflit. Quelquefois, ça désamorce. L'autodérision? Oui, l'autodérision. Oui, alors après, ce qui est intéressant, et moi j'aime beaucoup aller regarder, qu'est-ce qui fait qu'on a tellement peur du conflit? Alors, ce n'était pas le thème de la conférence aujourd'hui, parce que sinon je pourrais accompagner le fait de mettre en place des systèmes restauratifs, justement, par rapport au conflit, pour voir que on est capable de trouver des stratégies, si on prend le petit bonhomme d'avant, pour justement ne pas y aller, quitte à être en conflit interne. La plupart du temps, on a tellement peur du conflit à l'extérieur qu'on se ronge à l'intérieur. Quitte à, sous prétexte d'autodérision, d'une certaine manière, souvent s'érafler soi-même, s'égratigner soi-même. Et donc là, c'est comment je vais prendre soin de moi pour à un moment être au service de la relation. Donc on va cheminer avec ça. Alors, quand je vois les valeurs que vous portez, je me dis, waouh, eh ben, je suis bien contente d'appartenir à un clan d'humains qui partagent ces valeurs-là. Ça me rassure. Je vois que j'ai toutes les cellules détendues. Et puis en même temps, j'imagine qu'il y a des moments où vous avez un petit peu moins les moyens de les vivre. Ça vous parle? Est-ce qu'il y a des moments où vous voyez un décalage entre votre intention et la réalité de ce que vous faites? Il y en a qui sont d'accord avec ça? Non, c'est juste pour voir si je suis seule ou pas. Alors, tout le travail de Marshall Rosenberg, alors il a 7 ans quand il se fait casser la gueule lors des tensions raciales de Détroit, où il y a plusieurs dizaines de morts, et où il est enfermé chez lui et ses parents. Il se fait casser la figure, et les 2 garçons qui l'explosent le traitent de sale youpin, et lui, il ne sait même pas ce que c'est. Et puis quand il rentre chez lui, eh bien, il y a son père et son oncle qui sont en train, ou sa mère et son oncle, je ne sais jamais, qui s'occupent de leur propre mère en fin de vie. Et il est très étonné la même journée d'avoir vu 2 garçons sourire en lui cassant la figure et de voir 2 personnes sourire en prenant soin de quelqu'un en fin de vie. Et ça va être sa quête. Toute sa vie, il va s'interroger sur si l'être humain est un être de contribution à la naissance. Et il y a 60 ans, c'était comme une hérésie. Il est parti. Alors aujourd'hui, on est capable de prouver, ce que vous disiez Catherine ce matin, que naturellement, l'enfant est un être empathique et de contribution. Mais quand il a 60 ans, il a posé ce présupposé, il passait pour un fou, lui. Donc lui, il est parti du présupposé, les êtres humains aiment contribuer. Et donc, s'il est parti de cette évidence, de ce présupposé, il s'est dit, je veux comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un être humain perd sa capacité de contribution. Et pour moi, c'est extrêmement important, parce que vous, dans vos établissements, vous ne comptez la plupart du temps que sur le fait que les êtres humains avec lesquels vous êtes, élèves, parents, collègues, maintiennent leur élan de contribution. Donc en tant que manager, il est important que vous ayez les repères de qu'est-ce qui suscite des réactions ou qui coupe des élans de contribution. Donc il est devenu docteur en psychologie, il s'est installé dans un cabinet, il s'est ennuyé, puis il s'est rendu compte qu'il passait toute la journée à poser des diagnostics sans véritablement être en soutien pour les gens qui venaient le voir. Et surtout, il voyait qu'il venait en aide à des gens qui avaient les moyens d'aller consulter un docteur en psychologie, et ce n'était pas son rêve. Donc il a vendu sa patientèle avec l'accord de sa femme, parce qu'ils avaient 3 enfants à cette époque-là. Il est devenu chauffeur de taxi la nuit, il s'est rendu compte qu'il aidait autant les gens en étant chauffeur de taxi que quand il était dans son cabinet. Et il a réintégré le laboratoire de Carl Rogers et il a laissé à Carl Rogers la dynamique de la compréhension psychologique de l'être humain quand lui, il a pris en charge toute la dynamique en lien avec le langage. Et donc il a cherché dans le monde entier, il est allé dans des tribus dites primitives, il a étudié beaucoup de religions et il en est arrivé au bout de sa vie à quand on lui demandait c'est quoi la CNV, il disait je pense que j'en ai pas encore fait le tour. Et j'aime beaucoup cette humilité de ne pas savoir et de continuer à interroger en permanence. Et même si moi j'ai
une bonne dizaine d'années d'expérience, je continue chaque jour à être un peu étonnée de ce que je découvre avec ce processus. Et c'est en ça où je ne suis pas toujours très à l'aise quand je vous présente ce processus à l'Éducation nationale. Il faudrait un truc abouti pour que ce soit transmissible en 2 jours. Mais je préfère poser la réalité. Et donc, il s'est rendu compte que s'il y a un truc dans la relation, en termes de vocabulaire, qui coupe un être humain, eh bien, c'est le moment où il entend un jugement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jugement? Eh bien, on entend, par exemple, les étiquettes. Vous voyez, un enfant à qui on dit « t'es mauvais en français » à 6 ans, eh bien, généralement, il va être loyal avec la personne qui lui a posé cette étiquette pour qu'au bac, il se banane pour que la personne qui a posé cette étiquette, elle, eh bien, elle ne soit jamais discréditée. Donc, le poids des étiquettes, et donc là, on voit en tant qu'éducateur, moi, j'aurais aimé savoir ça avec mes enfants, hein, parce que je leur en ai collé une série d'étiquettes, et en même temps, eh ben, je ne savais pas. Donc, plutôt que de me taper dessus, ben, je transmets ce que je sais pour limiter la casse pour les générations qui viennent. En sachant qu'il y a plein de moments où j'ai dit à mes enfants, ben vraiment je suis désolée et peut-être vous ferez différemment avec vos gosses. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui se réparent dans le temps. Donc les étiquettes, les diagnostics, tous les moments où on pose des trucs du style il est psychiatrique, il est névrosé, il est pervers de je sais pas quoi, vous voyez, tous ces moments où on va enfermer la personne dans un diagnostic. En termes de jugement, on a les interprétations. Vous voyez, je vous invite à dîner, et puis vous avez, un quart d'heure avant, il y en a un qui dit bah non, finalement, on ne vient pas. Moi, je me dirais bah, ils sont mal élevés à Angers. Hop, interprétation. Alors, peut-être votre réalité, bah, c'est que le bus que vous aviez loué n'est pas venu, par exemple. Les généralisations. Alors, j'imagine qu'il y a des généralisations où vous réalisez tout de suite l'impact des jugements. Par exemple, si je vous dis les fonctionnaires, tous des feignants. Oui, c'est joyeux, non? Oui, vous êtes dans un dîner, et puis vous dites que vous travaillez à l'Éducation nationale, puis la personne en face vous dit « ça ne doit pas être évident hein, pour trouver à vous occuper sur autant de temps de vacances. Ça doit vous demander de la créativité par rapport à tous ces jours de congé. » Et là, vous voyez votre élan qui fond, vous vous dites « je vais me le faire ». Ça vous parle? Oui, on tourne la tête, on fait la gueule, et puis on rentre chez soi en disant « quelle soirée de merde ». Et donc, ce qui est intéressant, vous dites, pardon, non? Il est mal élevé. En plus, il est mal élevé, comme ça, hop, on lui fourgue un jugement, un jugement, un jugement. Et vous voyez, on rentre dans des relations ping-pong, où finalement, on ne se rend plus compte de combien ça atteint notre envie d'être en société. Sauf que ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand vous allez vous voir en train de juger, sachez que ça risque de faire le même effet qu'au moment où vous entendez des jugements. Je vous ai dit, c'est pas très confortable. Il est encore temps de partir. Par rapport à ça, un des éléments il y a une arme universelle quand même qui est assez efficace, c'est l'humour. Alors oui, alors j'entends que vous parlez d'armes. Moi, c'est pas ma préférence, comme je suis formatrice en communication non violente. On va voir l'impact des mots. Alors l'humour, à quel prix pour soi et pour l'autre? Parce que alors moi, je peux descendre la tronche de quelqu'un avec humour. Hein. Mais c'est quoi mon intention? Alors, on va voir au fur et à mesure de l'après-midi que tout ce processus de communication non violente va être un processus en lien avec la conscience de notre intention. Si je devais résumer ce processus, d'habitude je monte sur une chaise, mais comme elles sont à bascule, je crains le pire. Donc vous voyez, on va devenir un peu, on va dézoomer. Et donc, avec quelle intention je suis en train de ramasser l'autre, même avec l'humour? Et donc, si mon intention, c'est de créer des relations de qualité, eh bien, comment je vais transformer mes jugements avant de pouvoir m'exprimer? Alors, on va commencer à jouer à ça ensemble. Pourquoi? Parce que c'est important que, en ressortant ce soir-là, eh bien, plus jamais de votre existence, vous n'entendiez un jugement. Ça va vous changer la vie. Ça demande peut-être un peu d'entraînement, mais c'est mon rêve. Que dès que quelqu'un vous juge, vous puissiez dire « Oh, c'est merveilleux !» Il a une façon de dire un truc important pour lui d'une manière tragique. Ça demande un petit peu d'entraînement. Mais en même temps, j'aimerais vous dire que ça, c'est vraiment
un axe de prévention du burn-out. Quand je réussis à faire ce mouvement-là, eh bien, je rentre certainement moins KO tous les soirs. Donc, l'idée, eh bien, ça va être d'apprendre à traduire nos jugements. J'aime beaucoup cette expression d'une collègue suisse qui dit la CNV, c'est l'art de transformer la merde en compost. Alors moi qui suis née dans une ferme, ça ne me pose aucun problème puisque j'ai vu le tas de fumier et j'ai vu qu'on mettait ça dans le jardin et que les poireaux et les carottes poussaient. Et de voir que le jugement, qui pourrait être un obstacle, eh bien va devenir en tout cas comme un compost qui va être un renseignement sur ce qui est important chez moi et qui est certainement le témoin de quelque chose d'important pour l'autre personne, mais la façon dont elle s'exprime, ça pourrait nous couper les pattes. Donc on va voir aussi que dans les jugements, il y a les comparaisons. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de comparaisons qui vous auraient coupé les pattes. Entre les frères et sœurs, ouais. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont vous vous souvenez? Oui. Moi, je peux en citer une. Dans l'éducation nationale, premier jour de 6e, j'étais élève et j'arrive en études et la surveillante dit devant une étude complète t'es la sœur de Christelle? Je dis oui. Et elle me dit j'espère que tu seras moins conne et moins emmerdante que ta sœur parce que sinon on va pas s'entendre. Voilà, bien vu, bien vu. Alors, vous voyez, j'imagine, quand vous vous souvenez de ça, à cet instant-là, Voilà. juste à cet instant, madame, juste quand vous vous souvenez de ça, vous voyez, parce que les histoires du passé, si elles étaient passées, ben, elles seraient passées. Mais quand elles reviennent au présent, ça veut dire que ça a encore un impact. Comment vous, et vous n'êtes pas obligé de me répondre, vous pouvez tout faire à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez quand vous entendez cette phrase? Quand vous la réentendez. Et vous pouvez faire le même exercice pour vous à l'intérieur. Comment vous sentez? Et vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Violenté. Ouais, comme quelque chose de violenté, en tout cas. Et quand vous vous dites que quelqu'un vous violente, parce que c'est comme ça que c'est vécu vraiment, s'il y avait un mot qui pouvait capturer une émotion, une sensation. Ah, je suis allée trop loin dans les feuilles. Oui, s'il y avait un mot qui pouvait capturer peut-être une émotion, une sensation, peut-être une perception, un ressenti corporel. Est-ce qu'il y a un mot qui émergerait quand vous vivez les choses comme d'une extrême violence? Juste là maintenant. Oui. Alors, au moment où vous partagez cette phrase de la surveillante qui dit « Ah, vous êtes la sœur de Christelle? Ah ben j'espère que vous êtes moins conne et moins chiante, sinon on ne va pas pouvoir s'entendre. » Là, à cet instant, oui, vous pouvez vous imaginer comme votre collègue, hein, d'accord? C'est important de regarder que nous sommes un, qu'on le veuille ou non. Et que quand quelqu'un vit quelque chose, eh bien on peut se laisser toucher aussi par ça. Et donc, là, j'étais en train de dire, quand vous vivez ça comme une vraie violence, juste à cet instant, là, maintenant, comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a une émotion particulière qui émerge là? Oui, maintenant là. Oh, bah, sereine. Sereine, oui. Est-ce que, quand vous dites sereine, est-ce que c'est parce que c'est le témoin d'une certaine manière du chemin que vous avez fait par rapport à ça? Oui, j'espère. Mais oui. Oui, donc c'est comme si vous êtes sereine en lien avec le fait que d'une certaine manière, aujourd'hui, ben, vous pouvez regarder qu'il y a tout un chemin qui a été accompli. Est-ce que c'est quelque chose comme ça ou est-ce qu'il y a autre chose derrière la sérénité? Ou est-ce que vous avez grandi? Pour moi, c'est une volonté de transmission. Je me dis c'est une situation qui peut être transmise comme un exemple de violence que des élèves peuvent recevoir. Et je trouve ça intéressant pour les assistants d'éducation voilà, à transmettre. Est-ce que d'une certaine manière, en fait, vous êtes en train de dire que ça vous a donné comme un repère de trucs
à pas faire au sens des conséquences que ça peut avoir. Ouais. Donc voyez ce qui se passe. Une situation, votre collègue dit qu'elle est sereine parce que s'il y a un besoin qui est nourri pour elle en ce moment, eh bien c'est bien celui des repères. Ça lui a permis de pouvoir avoir un repère. C'est clair pour vous? Donc regardez ce qui va se passer avec cette approche. Pendant des années, et c'est ce que disait ce matin Catherine, on va regarder ensemble. Quand vous étiez triste, qu'est-ce que vous entendiez de vos parents? Pleure pas. Ouais, pleure, tu pisseras moins. C'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Vous dites, madame? Un perdu, 10 de retrouver. Ouais. Ça, c'est une expression que j'ai découvert aussi grâce à ma belle-mère qui, lors de la première rupture amoureuse de ma fille aînée, lui dit: les hommes, c'est comme les bus, il y en a toujours un derrière l'autre. Je suis Alors, autant vous dire que ça n'a pas du tout calmé le chagrin de la. Alors, si je me relie à la belle intention de cette femme, mais c'était vraiment de la soutenir, mais quand je mesure l'impact que ça a eu chez elle, j'ai vu les conséquences. Elle était atterrée. Elle était tellement amoureuse de ce premier garçon qu'elle m'a dit: maman, mais qu'est-ce que je fais? Je voyais, elle était sidérée comme un lapin devant les femmes. Mais les hommes sont tous pareils, ils se font tous. Mais c'est ça, un bus ou un autre, je veux dire, bon, alors, on va pas en faire un plat non plus, hein. Qui 2 roues, 4 roues, 6 roues, 3 rétros, bon, ben c'est un bus, hein. Donc, vous étiez triste et puis vous avez entendu certains propos. Quand vous aviez peur, est-ce que vous avez entendu certains propos? N'ayez pas peur. C'est rien, ça va passer. Vous dites? Mais c'est dans ta tête. Mais écoute, ma pauvre fille, hein? Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous, au moment où vous étiez en colère, où vos parents invitaient les voisins en disant: on aimerait faire une fête pour célébrer la force de vie de notre enfant? Pas tout à fait non plus. Ok. Alors vous entendiez certainement autre chose quand vous étiez en colère? Je vous vois hocher la tête, monsieur, au fond. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous... Mais oui, parce que vous savez, les parents, ils ont tellement d'amour pour les enfants qu'ils doutent que les enfants aient des bonnes raisons. Au moins, on fiche une tarte et il a une raison d'être en colère. Voilà. Vous voyez, l'élan de contribution, ça peut prendre différentes formes. Est-ce que quand vous étiez joyeux, il y a des moments où vous avez entendu quelque chose de particulier? Tais-toi, je regarde la télé. Oui. C'est quoi ce rire bêta? Non mais franchement, de quoi t'as l'air avec ta joie? Moi, ma maman, que j'aime tellement, elle me disait: écoute, te réjouis pas trop vite, on ne sait pas ce qui t'attend. Moi, je trouve que ça aide en termes d'optimisme. Alors, là où j'aimerais vous dire que c'est un témoin de l'évolution du cerveau, il n'y a pas d'âge, elle a 83 ans. Il y a 2 ans, dans un événement de ma vie, bref, elle me dit: ça, je crois que tu as mangé ton pain blanc, maintenant tu vas manger ton pain noir. Et là, elle me dit tout de suite: ah oui, je sais, ça va pas t'aider. Eh bien oui, le cerveau évolue. Et j'adore cette idée. Donc vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Les éducateurs, nos parents, les enseignants que nous avions, eh bien n'avaient pas les moyens ils n'avaient pas le savoir que les émotions, eh bien ce sont comme des voyants lumineux sur un tableau de bord qui nous renseignent de ce qu'il y a sous le capot. Quand vous montez dans votre voiture et qu'il y a un voyant qui s'allume, il n'y en a aucun qui court à la cave chercher un marteau, vous défoncez le tableau de bord en disant: je ne vais pas me laisser emmerder par un voyant. Eh bien pourtant c'est ce qu'on fait par habitude par rapport aux émotions. Pourquoi? Parce que jamais personne n'avait enseigné à nos parents et les éducateurs l'importance et la puissance de ce que révèlent les émotions. Et moi j'aimerais vous dire que je nous vois, notre génération, comme des chanceux. Moi, mes grands-parents ont fait la guerre, mes parents ont reconstruit, et ils se levaient pour nous donner à manger, enfin moi en tout cas dans la famille, pour nous donner à manger.
Et mon père, en fin de vie, disait, ma petite fille, comment tu as de la chance de t'occuper de toutes tes conneries. Vous voyez ? Parce qu'on échangeait aussi, il disait, ben oui, ben nous, on n'a pas eu ce temps-là. Et j'aime aussi honorer les gens qui ont marché sur la route avant moi. Et de ne pas avoir les moyens de les critiquer en sachant qu'ils ont fait du mieux avec les connaissances qui étaient les leurs. Et nous, eh bien, on est en train de découvrir des choses. Et ce que disait Catherine ce matin, avec les apports des neurosciences, affectives, sociales, on est en train de remettre au cœur du sujet les émotions comme étant des témoins de quelque chose qui aspire à être entendu. Alors, si l'éducation s'était arrêtée là, je dirais que ça aurait été qu'un peu que la moitié du truc. Mais non seulement nos parents n'avaient pas les moyens de nous accompagner sur les émotions, les sensations, mais la plupart du temps, eh bien, certains d'entre nous ont intégré eh bien, qu'ils pouvaient être responsables des émotions de leurs parents ou des éducateurs. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez cru, en tant qu'enfant, ou jeune, ou encore maintenant, être responsable des émotions des autres? Quelles sont les phrases qui vous viennent quand je vous pose cette question? Ouais, tu m'énerves. Ouais. Là, je prie à cause de toi. Tu me rends malade. Tu me rends malade. C'est léger. Tu fais pleurer ta Tu me mère. fatigues. Tu me prends la tête. Tu me prends la tête. Ma mère me disait, je suis triste quand je vois tes notes à l'école. Elle était triste pendant 15 ans. Après, quand je suis arrivée à l'école d'infirmière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça devait être mon domaine. Je suis devenue major de promo, première de l'assistance publique, le genre de truc incroyable, alors que j'ai toujours été dans les derniers. Mais heureuse. C'est ce que je dis, c'est un truc incroyable. J'ai eu beau être punie, eh bien ça n'a jamais atteint mon élan de vie. Et pour une raison particulière, qui est que quand j'arrivais chez moi, et que j'étais punie, c'est-à-dire régulièrement, mon père me disait « T'inquiète pas, ça leur passera ». Et donc c'est une histoire incroyable que de ne pas avoir eu de double peine chez moi. Et donc finalement, je retournais à l'école le lendemain avec le même entrain, en me disant certainement, moi à l'intérieur, ça va leur passer. Et ça m'a donné une espèce de sécurité étonnante. Mais en même temps, je vous dis, j'ai de la compassion pour vos collègues qui m'ont supporté. Donc vous voyez, à la fois nos parents n'avaient pas les moyens d'accompagner nos émotions, et en même temps, c'est comme s'ils nous rendaient responsables des émotions qui étaient les leurs. Vous voyez, donc on se trimballe la plupart du temps avec la tristesse de la mère, la maladie, hein, le désespoir de la grand-mère à qui parce qu'on n'a pas foutu la jupe à carreaux qu'elle nous a offert à Pâques et qui nous pique les pattes. Vous voyez? Et donc la plupart du temps, on dit les gamins ils nous cherchent. Oui, ils cherchent des gens qui soient dans leur verticalité. Et aujourd'hui, notre challenge, eh bien, c'est de redevenir des adultes verticaux et inspirants. Alors, on va voir que ces émotions, eh bien, elles parlent de besoins qui aspirent à être entendus, j'ai pas dit nourris, au moins entendus, et que quand je commence à voir les émotions comme un indicateur de ce qui se passe sous le capot, eh bien, je ne vais jamais craindre, ou en tout cas, je vais apprendre à craindre de moins en moins l'intensité émotionnelle, que ce soit une tristesse immense ou une colère immense, puisqu'elle sera juste proportionnelle à ce qui est important d'entendre pour un être humain à un instant donné. Alors, si on revient avec nos habitudes de langage, eh bien, donc on a vu que les jugements, c'est ce qui allait comme nous couper de la relation à nous-mêmes ou à un autre. Donc, étiquette, diagnostic, interprétation, généralisation, comparaison, la pensée binaire, bien, mal, juste, tort, juste, faux, tort, raison. Vous voyez, dès que vous allez vous voir là-dedans, eh bien, vous n'allez plus jamais vous étonner de la réaction d'un autre. Alors maintenant, je vais vous inviter à prendre un jugement que vous avez sur quelqu'un. Alors, je ne sais pas moi, un parent d'élève, un élève, un collègue. Pourquoi j'ai adhéré à ce processus? C'est parce que le premier jour, j'ai entendu qu'on allait prendre plaisir à mes jugements. Alors là, c'était la libération totale. Ça faisait 40 ans que j'entendais les gens autour de moi dire « il ne faut pas juger, c'est mal ». Et moi, je me disais « mais comment font les gens avec tous leurs jugements ?» Parce que moi, sincèrement, il m'en vient à peu près toutes les secondes un jugement, quand je suis en forme. Mais oui. Quand est-ce qu'on va voir le jugement dernier?
Ah, alors ça, c'est un autre mystère. Oui. Et donc l'idée, c'est de prendre plaisir à nos jugements. Pourquoi? Parce que derrière, ça cache quelque chose d'important. Quand on était un dinosaure, toutes les deux, on avait moins de 30 secondes pour savoir qui allait bouffer l'autre. Aujourd'hui, quand j'arrive dans cette salle, a priori, je ne dois pas craindre que quelqu'un me morde la cuisse, et normalement, vous n'avez pas à craindre que j'en bouffe un. Mais on a gardé cette notion du jugement comme étant quelque chose qui nous protège la plupart du temps. Et donc c'est important de voir nos mémoires reptiliennes et de voir que si je m'exprime en jugement, il est fort à parier que ça coupe quelque chose dans la relation, là où mon intention, la plupart du temps, eh bien, c'est d'avoir des relations de qualité. Vous avez vu ce matin avec le travail de Catherine, combien la notion de relation de qualité est importante pour chacun d'entre nous ici présents. Sauf qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Alors je pourrais vous dire, vous n'avez qu'à être bienveillant. Vous allez dire, elle est bien gentille, celle-là, mais elle commence à nous gonfler. Voyez? Et hop, on va s'embarquer dans la cata, vous et moi. Donc là, je vais vous inviter à prendre un jugement que vous avez sur quelqu'un et à prendre plaisir à juger. C'est pas notre habitude. Vous dites? Ça n'est pas notre habitude. Oui. Ça, c'est ce qu'on peut se raconter quand on est bien éducastré. Et en formation, on n'est pas dans une Alors, regardez ce qui va se passer. Je vais vous laisser un petit temps. Et puis, vous allez mettre une image de quelqu'un pour lequel vous avez un jugement. Et puis, comme tout à chacun, on est tous faits un peu de la même manière, et tant mieux. Parce qu'une fois que je vois que l'autre est exactement comme moi, ça me détend un peu les cellules. À un moment, dans mon théâtre mental, eh bien, je suis traversée par des jugements. C'est ni bien ni mal, c'est la réalité. Vous pouvez faire 25 ans de pratique, un carré est un cercle est un carré, Ariel Dombal, dans Un Indien dans la ville, eh bien les jugements arrivent. C'est une réalité. Donc je pars d'un jugement, et puis je regarde si derrière ce jugement, il y a encore un autre jugement, et puis à un moment, eh bien je vais regarder c'est quoi les faits. Qu'est-ce que cette personne dit ou fait, et qui, d'une certaine manière, invite ce jugement à arriver vers moi. C'est quoi les faits? Qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle fait? Et quand je vois cette personne dire ou faire ça, eh bien peut-être que ça génère chez moi une réaction, une émotion, une sensation, qui va juste être le témoin de quelque chose chez moi qui cherche à être entendu. Et donc on va passer de « je suis énervée à cause de toi » à « je suis énervée parce que j'ai un besoin important ». Il y a quelque chose chez moi qui aspire à être entendu. Donc vous voyez, au lieu de donner les manettes, les télécommandes de nos existences à d'autres, eh bien on va retrouver la télécommande de notre vie. C'est-à-dire que tant que je continue à dire « je suis en colère à cause de toi », eh ben voilà, je lui ai fourgué la télécommande, puis je me dis pourvu qu'à un moment elle change de bouton pour que je retrouve la joie. Vous voyez? Ce processus va être, moi, je ne suis plus en colère à cause de cette femme, ou triste, ou énervée. Je refuse de lui donner l'ombre d'un pouvoir dans mon existence. Peut-être effectivement que dans une inspection, eh bien, quand je lis le rapport d'inspection et que je vois, je ne sais pas comment ça fonctionne, je vais inventer n'importe quoi, je vois 10 sur 20 et dans les commentaires, n'a pas su tenir sa classe. Voilà, c'est ce qui me traverse. Si je regarde bien, je pourrais dire oui, je suis en colère à cause d'elle, de toute façon c'est toujours pareil, les inspecteurs tous les mêmes, vous voyez. J'en ai jamais croisé un de toute façon qui faisait son travail correctement, vous voyez, hop, je me laisse embarquer. Si je reviens, comment je me sens? Et on va voir que ça peut prendre un peu de temps. Ouais, il y a un côté certainement qui est comme déçu. À la mesure de là où j'aimerais voir combien j'ai pris en compte déjà les conseils ou les préconisations de l'inspection d'avant. Et puis peut-être aussi que j'ai besoin de soutien. En fait, je vois que je suis touchée à la mesure de là où j'ai besoin de soutien pour pouvoir
peut-être m'approprier encore d'autres notions. Donc vous voyez, si je dois m'exprimer avec ma collègue, au lieu de dire ouais, de toute façon, je savais bien, de toute façon, tous les mêmes. Hein. On se demande d'ailleurs pourquoi vous êtes payé. La plupart du temps, ça ferait des économies hein, à l'institution si on vous supprimait. Et là, hop, vous imaginez le niveau de lien, déjà. Dire oui, puis en plus, maintenant, je rentre chez moi, je suis énervée à cause de vous. Ben, hein, quand je vois comment mes enfants vont trinquer en rentrant, hop, la culpabilisation, hop là. Et vous voyez, ou alors je vais le garder sur moi et je vais me ronger. Mais si je dis, ben voilà, en lisant votre rapport d'activité, je vois que ça m'a touché, je vois que j'ai besoin de soutien. Est-ce qu'on pourrait prendre un autre rendez-vous pour que vous puissiez peut-être continuer à m'accompagner dans comment on peut tenir une classe? Ou de voir, est-ce que vous pourriez me dire un truc que j'ai fait depuis la dernière fois et vous avez repéré une évolution? Parce que je vois que pour moi, ça me soutiendrait dans le fait de continuer à apprendre. Eh bien, je pense que ça va transformer les relations entre nous. Donc, vous voyez, c'est pas parce que j'ai des jugements, c'est parce que je vais accueillir ces jugements comme une chance qui m'est donnée d'aller regarder de quoi ça parle chez moi. Est-ce que j'ai été claire en vous faisant un exemple en live comme ça? Ça va? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est par 2, 4, 6, 10, enfin, vous voyez, hein, en fonction de ce qui vous arrange en termes de contribution. Ben voilà, parce que c'est important quand même la solidarité dans un groupe, il est consigne, on s'en fout. Hein, à partir du moment où on peut se relier aux besoins qui sont nourris, alors par contre, si j'en chope un demain dans un bahut, qui, à partir d'une consigne donnée et un élève qui n'aurait pas fait le truc de la consigne, s'il y en a un qui se comporte autrement que ce que je viens de vivre avec vous, alors là, qu'il me soit signalé, que je le punisse. Non, je plaisante. Aucun risque demain, on est samedi. Ah bah oui, c'est vrai. En plus. Ah oui, c'est la dernière fois que je fais des confs le vendredi, tiens, voilà. Ouais. Bah, vous auriez pu dire la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est vrai. Merci de votre soutien. De rien. Donc, vous voyez, il y a une consigne, et puis après, en tant qu'être humain, c'est comme si on s'approprie la consigne pour que ça reste confortable pour nous. C'est normal, on aime prendre soin de nous. Et donc, une fois que je vois ça, je vais accompagner les consignes pour les élèves tout en leur donnant des repères qui soient extrêmement fermes. Donc moi, un élève arrive en décalage une ou deux fois, ok, au-delà, ça m'interpelle et je vais reposer le cadre qu'on aura défini ensemble, vous voyez. Donc là, je vous invite par groupe de 2, 4, 6, enfin, vous voyez, comme vous voulez. Ah, il y a une personne qui prend un exemple d'un jugement, et puis l'autre ou les autres, eh bien d'aller essayer d'aller regarder de quoi ça parle chez toi d'hyper important. Juste accompagner ce mouvement-là. Est-ce que j'ai été assez claire? Alors je pars sur 5 minutes. Je vous ai vu lever les sourcils, madame. Ça va? Alors j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai dit on est en train d'expérimenter un petit peu. Et puis s'il y en a qui sont dans la panade totale, vous levez la main et j'arrive. Ça va? Je vous laisse 5 minutes. Je suis en train de me raconter que vous avez du plaisir vous prenez du plaisir au jugement. Et on manque de temps là, on est parti. Ah, vous avez manqué de temps, vous êtes parti. Alors j'imagine que la vie va vous servir plein de pistes d'entraînement. Ce week-end, par exemple, en famille. Marshall Rosenberg, qui était un mec, moi qui m'a beaucoup amusé, disait si un jour vous croyez que vous avez un peu intégré la CNV, allez passer un week-end chez vos parents. Moi, dès que je pars, que je finis un stage et que je me dis ah ouais là je crois que j'ai gagné encore un peu en sécurité, j'appelle ma mère, j'ai tout de suite la réponse. J'adore de revenir inlassablement à quelque chose de très très humble. Alors est-ce qu'il y en a qui veulent partager l'expérience de ce que vous venez de commencer à initier comme mouvement, en sachant que je ne suis pas dupe, hein. Dans les stages on y passe du temps sur ce bazar, mais là c'est de vous donner un avant-goût. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager ce que ça fait? Oui. On reprend bien l'exercice qui était demandé là. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Excusez-moi. On part de la situation qu'on a évoquée en groupe. Oui. D'accord. Donc, en l'occurrence, le jugement que je portais, c'était sur... Non, c'était pas un collègue, c'était un ancien...
Je suis pas sûr qu'il faille d'évoquer en amphi. Alors, je vous invite à regarder ce qui est confortable pour vous. Et on va voir que ce processus est un processus qui va nous faire grandir dans des repères internes, là où toute l'éducation que nous avons reçue nous a structurés sur des repères externes et absolus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait à notre place. Et là, on va réintégrer le fait que nous soyons les seuls à savoir ce qui nous traverse et ce que nous ressentons et de regarder jusqu'où c'est confortable. Et donc vraiment, je fais confiance à vos références internes pour voir jusqu'où vous pouvez aller et que ce soit confortable pour vous. Donc en l'occurrence, c'est un jugement sur un ancien chef que j'ai pu avoir. Mais ouais. En termes de jugement, alors de manière très directe, le jugement que je portais, c'était un imbécile. Oui, mais ça c'est pour commencer. De manière un peu édulcorée dans ce cas-là. Alors, on va voir en fait que en accompagnant un être humain, ça veut dire que ça demande à être suffisamment bien planté dans ses baskets ou ses escarpins pour justement accompagner le jugement jusqu'au bout, parce que c'est ce qui va permettre à un moment, comme à cette force de vie qui est en nous, de pouvoir être entendu. Vous voyez, j'ai accompagné un gamin un jour qui était en colère par rapport à une enseignante. Il me dit, elle n'est pas gentille. Je lui dis, pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, mais ça ne se dit pas. Je suis ok, là, on est dans un cadre et il y a une confidentialité. Et si on veut aller voir de quoi ça parle chez toi, on va passer par un temps où tu vas lâcher tout ce que tu te dis. Alors nous, dans notre jargon, on dit on va lâcher le chacal. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je lâche le chacal parce que je sais que c'est une force de vie. Et que après on va traduire dans un langage qui va servir l'existence. Ça, c'est la plus haute technologie du changement de conscience que Marshall Rosenberg a trouvé. On pourrait croire que c'est un jeu et en même temps c'est extrêmement puissant. C'est le même animal. C'est-à-dire qu'on est tous équipés de la même chose, puis il y a des moments où on s'exprime comme ça, et il y a des moments où on va s'exprimer comme ça. On va voir qu'est-ce qui sert ou pas la vie. Donc vous dites que votre chef c'est un imbécile, ouais. Alors, est-ce qu'il y a un exemple concret qui vous ferait dire que c'était un imbécile? Un parmi les centaines d'exemples, j'imagine. Oui, du coup, sur la première rencontre que j'ai eue avec lui, il m'a accueilli en me disant tous vos textes et vos bazars, là, j'en ai rien à faire. Je veux que vous soyez un maton, que les élèves aient peur de vous quand vous arrivez. Ok, donc vous voyez, ça c'est une observation. Alors, c'est une observation. Pourquoi est-ce que c'est une observation? Alors, je vois que ça suscite de la réaction. Alors, regardez. C'est une observation parce que c'est ce que votre collègue a entendu et vous, à cet instant, vous pourriez vous faire exactement le même film. Vous voyez, quand on commence à entrer dans les interprétations, eh bien, ça voudrait dire que ce ne serait pas la même bande de film. Ok, donc il vous dit, bah, moi, vos textes, là, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est que vous soyez un maton et que les élèves vous craignent. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, quand vous entendez ça, là, à cet instant, est-ce que vous avez vu ce qui était important pour vous? Non, pas forcément. C'est plus de l'ordre de la sidération à ce moment-là. Oui, vous êtes sidéré. Et alors, de quoi il parle, la sidération? Alors, la sidération, c'est la seule émotion, vous vous souvenez peut-être, vous savez, en psychologie, où l'être humain n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le coup du lapin devant les phares. Donc, on sait qu'on a réellement vécu quelque chose de violent en psychologie quand la personne parle de sidération. C'est-à-dire qu'à un moment, on est planté et avec tout ce qu'on sait pourtant et avec tout, ben, il n'y a rien qui bouge. Et que ça demande un temps pour sortir de la sidération pour de nouveau avoir les moyens. Donc, dans un premier temps, vous êtes sidéré. Ok. Et après, tentative de discussion assez infructueuse où il a fait valoir le fait que de toute façon c'était lui le chef et que c'était lui qui décidait. Mais oui, je suis chef, c'est moi qui décide. Ouais. Et alors, au moment où vous entendez, moi ce que je veux c'est un maton. Voilà, sidération. Qu'est-ce qui est important pour vous, pour l'homme que vous êtes? Vous voyez, on pourrait dire c'est un imbécile.
je suis en colère à cause de lui. Et là, hop, la télécommande dans les mains du mec, et alors après, pour vous, pilotage. Hein. Hop là, j'attends. Donc là, vous êtes dans un premier temps sidéré, et si vous pensez à cette situation juste maintenant, c'est quoi la valeur importante pour vous dans cette fonction de conseiller? Vous êtes conseiller principal d'éducation? Oui. Ouais. Donc, de quoi ça parle d'important pour vous en tant qu'être humain, au moment où vous entendez ça? Ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est le déni de considération qu'il me demande d'avoir pour les élèves, quelque part. Alors regardez, on va ralentir. La vie, elle s'exprime en langage d'action positif. Donc, est-ce que vous, ce qui est important pour vous, c'est qu'il y ait de la considération pour les élèves? Est-ce que c'est ça? Pour les élèves et pour moi, au travers de la fonction que j'ai choisie, qui n'était pas celle qui me présentait. Mais oui. Est-ce que ça a à voir donc avec une reconnaissance de la valeur ajoutée que vous pouvez apporter dans un établissement au service de la prise en compte des élèves? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter? Disons qu'après, c'est au-delà de cette anecdote-là, c'est la manière dont ça a pu être vécu au cours de l'année. Bien sûr, et j'imagine qu'après, il a redoublé dans sa façon de continuer à se considérer, à se comporter comme ça. Est-ce que c'est ça? Oui, parce que si mes actions n'étaient pas conformes à ses attentes à lui, forcément j'étais laxiste ou incompétent. Oui, donc vous voyez. Donc un sentiment d'injustice pour le coup. Voilà. Alors regardez après, d'instant en instant, on va voir que les besoins évoluent et qu'au tout départ, quand vous entendez ça, ça a à voir avec la reconnaissance de la particularité de votre travail, c'est cette valeur ajoutée en tant que conseiller principal d'éducation au service de la prise en compte d'un élève. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent de mon point de vue, mais je vous invite à expérimenter, d'aller voir votre chef d'établissement en disant « je trouve que vous êtes vraiment un pur imbécile », voyez, et de lui dire quand je vous entends dire ça, moi je vois que ça vient me chercher sur cette reconnaissance de la valeur ajoutée qui est mon job de conseiller principal d'éducation, et que j'aimerais mettre cette valeur ajoutée au service de l'éducation des ados. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui vous motive pour dire des choses comme ça? Donc vous voyez, on démarre d'un jugement. Alors ça s'apprend, hein. D'accord? J'ai préféré muter. Vous dites, pardon, j'ai préféré muter. J'ai préféré muter. Oui. Alors voyez le nombre de mutations. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Quand notre cerveau reptilien, il est stimulé, soit j'attaque, et je lui dis connard. Voilà. Et alors là, c'est la mutation, mais moins choisie. Donc vous voyez, à un mode attaque, on attaque. Soit on peut fuir, et effectivement, c'est ce que vous avez fait. Soit quelquefois, on se replie, et c'est tous les moments de grande dévalorisation. Et ça, c'est le lit, vraiment, de la dépression et de la plupart des burn-out. Et donc, il y a un moment, est-ce que je reprends le pouvoir des jugements que j'ai pour les mettre au service de la relation? Et je ne suis pas en train de dire ça marche ou c'est la solution. Dans mon expérience, c'est une solution. Et je vois que quand je reste accrochée à cette vision, aujourd'hui, de mon point de vue, j'arrive plus à me sortir de situations rudes qu'avant. Mais ça demande un peu d'entraînement. En tout cas, merci de nous avoir proposé cet exemple. Pourquoi? Parce qu'on voit grâce à votre collègue que derrière les jugements, ça parle d'un truc important chez lui. Donc, dès que quelqu'un va se comporter avec vous en mode jugement, t'es nul, vraiment votre façon de manager, alors vraiment complètement laxiste, hein, hop, vous allez pouvoir vous dire, il est chou, il parle d'un truc hyper important chez lui d'une manière tragique. Et j'aimerais vous dire que... Ou alors un imbécile et un incompétent va faire une belle équipe. C'est ça, un imbécile avec un incompétent, une belle équipe, mais après c'est jusqu'où ça? Qu'est-ce que ça a comme impact pour l'être? J'ai fait une formation pour des chefs d'établissement et des inspecteurs en cours de titularisation l'année dernière à Créteil. Et puis il y avait une chef d'établissement qui était là, qui voulait arrêter parce qu'elle s'est dit « Mais moi je pense que je me suis trompée.
je ne suis pas faite pour ce métier parce qu'elle était en stage dans un lycée avec un proviseur qui a une réputation peut-être un peu, qui doit ressembler peut-être à la personne dont vous décrivez. Et elle doutait d'avoir passé ce concours. À la fin de la journée, eh bien, quand elle a intégré que derrière les jugements de cet homme, ça parlait d'un truc important chez lui, quand elle est revenue à la deuxième journée, elle me dit, Véronique, j'aimerais te dire que je vais garder ce métier. Je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, dès que je l'entends gueuler, dès que je l'entends, je me dis, à l'intérieur, il a un besoin, il a un besoin, il a un besoin. Et je lui dis, qu'est-ce que ça change? Eh bien, parce qu'elle dit, je ne prends plus les choses vers moi. Et alors, je vais vous dire la suite. C'est que Marshall a mis en évidence que dans ce qui bloque, eh bien, il y a tout ce que les êtres humains vivent comme des ordres ou des exigences. Ça, c'est la deuxième colonne, eh bien, qui fait qu'on peut susciter des réactions ou limiter l'élan de contribution de quelqu'un. Donc, quand on parle d'ordre et des exigences, eh bien, c'est tous les moments où on cherche à obtenir satisfaction et à n'importe quel prix. Et alors là, on a une batterie de moyens qui font qu'on obtient ce qu'on veut. Alors, les punitions, les sanctions, les blâmes, les récompenses, les menaces, la culpabilité, la honte. Enfin bref, si avec tout ça, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, ben, c'est que vous y prenez mal. Sauf que ça a des conséquences dans la relation, parce qu'effectivement, l'autre va le faire, mais depuis un espace où il n'aura pas trop de joie et où d'une certaine manière, eh bien, il y a quelqu'un à un moment qui va payer. Quand on parle de la prévention du harcèlement, on a travaillé pendant 2 ans à Blois avec toute une équipe où on a fait le pari que si les enfants ne vivent pas ça au quotidien dans les classes, eh bien ça va limiter les chances ou la malchance de harcèlement dans la cour. Ben oui, effectivement. Quand les enseignants vont bien, c'est-à-dire quand on leur a donné les moyens de la communication, eh bien les choses se vivent dans les classes avec moins de pression en vision, ordre et exigence, et ça donne des relations dans la cour et avec les parents d'une manière différente. Et puis la troisième chose que Marshall a mis en évidence comme étant un fléau, eh bien c'est le déni de responsabilité. Alors des actes, et je vais vous expliquer des paroles et des sentiments. Déni de responsabilité des actes, c'est tous les moments où on dit c'est pas moi, c'est la circulaire, c'est l'inspecteur, c'est le ministre. Vous voyez, mettons à la fin de la journée, la Catherine me dit, ah dis donc Véro, ça te dirait si on pique des bonbons à la gare? C'est vrai, ça nous détendrait, puis ça nous rappellerait quand on était... voilà. Et puis admettons, on se fait piquer par les vigiles, et moi je dirais, voyons, c'est pas moi, c'est elle qui me l'a dit. Vous voyez, le déni de responsabilité. Prendre la responsabilité de ses actes, c'est quoi? C'est dire, reconnaître, il y a un bout chez moi, mais qui s'est laissé comme attiré par sa proposition. Vous voyez, donc quand on dit c'est la circulaire ou c'est l'inspecteur ou c'est le ministre, eh bien, d'une certaine manière, je ne prends pas la responsabilité. Dire oui, effectivement, il y a une réforme des collèges, je reconnais, ou des lycées, je reconnais qu'il y a des choses avec lesquelles je suis en accord, d'autres peut-être un peu moins, mais je fais le choix d'une application, peut-être par loyauté ou par je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui prend la responsabilité des actes. Quand Marshall disait que c'était le plus grand fléau, il associait ça au fait que oui, à un moment, il y a des millions de personnes qui sont mortes dans des fours parce qu'il y avait un langage totalement déresponsabilisant. Ben, toi, tu fais ça, puis tu disais à l'autre qui faisait ça, puis au bout de la chaîne, il disait, ben, c'est pas moi, c'est l'autre. Et donc, si vous voulez une illustration parfaite de ça, je vous invite à regarder sur YouTube Le jeu de la mort, qui est l'expérience de Milgram, qui a été revisitée sous forme d'un jeu télévisé. Ça dure 1 heure, décrypté par un sociologue, c'est incroyable. De voir jusqu'où le déni de responsabilité peut amener des êtres humains jusqu'à en tuer d'autres. Et si je deviens conscient de ça, eh bien peut-être que je vais me prémunir de ces dénis. Et puis le déni de responsabilité des paroles, c'est tous les moments où on dit non, non, c'est pas moi qui l'ai dit. Et l'autre dit, je dois avoir un problème de sonotone, vous voyez. Donc oui, il y a des moments où je dis quelque chose et je peux regretter de l'avoir dit. Et donc comment je peux prendre la responsabilité?
Donc le déni de responsabilité, c'est tous les moments où vous vous dites « je n'ai pas le choix, je suis obligé de ». Or ça n'existe pas. D'instant en instant, les êtres humains que nous sommes, nous avons le choix. Et donc là où ça a complété pour cette chef d'établissement, c'est qu'à chaque fois qu'il lui disait « faites ceci, faites cela », à l'intérieur d'elle, elle disait « je choisis de ». Et elle m'a dit « mais écoute Véronique, il y a quand même un truc bizarre. En un mois, alors que j'ai rien dit à cet homme, à l'intérieur, à chaque fois, je me dis « il a des besoins, il a des besoins, il a des besoins, il a des besoins, il a des besoins », hop, comme si ça la laissait, elle, dans un espace de sécurité. À chaque fois qu'il lui dit « faites ci, faites ça », elle dit « je choisis de, je choisis de ». Elle dit « c'est quand même étonnant, c'est comme si, eh bien, la relation évolue ». Donc la communication non violente, ce n'est pas l'art de parler ou de dire les choses d'une certaine manière, même si ce protocole va nous servir de squelette interne, mais c'est l'art de porter notre intention et notre attention dans des zones particulières. Donc si mon intention, eh bien, c'est de créer des relations de qualité, et seulement si c'est mon intention, la relation de qualité, alors oui, je vais pouvoir porter l'intention sur l'observation pour ne en faire une observation et pas une interprétation. Je vais pouvoir porter mon attention sur les émotions comme étant le témoin de quelque chose qui va pouvoir se vivre à l'intérieur. Et une fois que je vais avoir connecté mon besoin, alors je pourrai faire une demande concrète qui répondra à la vie, qu'est-ce qui me rendrait la vie belle. Donc vous voyez, je vais devenir proactif. C'est-à-dire que dans l'exemple dont vous parlez, monsieur, vous êtes en lien avec le fait de reconnaître la particularité, la valeur ajoutée de la formation qui est la vôtre en tant que conseillers principaux d'éducation au service d'eux. Donc vous voyez que ça vous appartient. Puis en même temps, il y a peut-être quelque chose qui a envie de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que cette personne demande un truc du style « soyez un maton ». Donc vous voyez, il y a, moi je vois où ça vient me toucher, j'aimerais être reconnue dans cette particularité, puis en même temps j'aimerais comprendre, est-ce que vous êtes d'accord pour me partager qu'est-ce qui vous fait faire cette demande de me voir, moi, en maton? Vous voyez, on va reprendre la responsabilité et pouvoir se positionner dans notre verticalité, dans une relation d'adulte. Donc, ça demande un peu d'entraînement. C'est tout. Donc là, vous voyez, on a vu nos habitudes de langage. Et j'aimerais savoir, est-ce que, déjà, il y a des réactions par rapport aux habitudes de langage? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous réalisez que nous venons d'un espace où toute notre construction s'est faite à partir de jugements d'ordre et de déni de responsabilité? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui voudraient témoigner ou pas? Est-ce que ça suscite des réactions? Oui, madame? Moi, je suis très embêtée parce que dans les temps un petit peu difficiles et puis dans les élèves qui sont parfois très très pénibles et particuliers, des fois, pour décompresser entre collègues, pas aux élèves, on dit il n'est pas fini, les zinzins, il est... Oui, il a été versé la tête dans le mur. Et à côté, un peu exutoire. Mais oui, il est né lisse des circonvolutions. Non, mais c'est aussi pas parce que je me dis c'est quand même aussi des mots violents, même si je pense qu'il n'y a pas un nous qui les pense, enfin qui les... Ah mais ça fait du bien. Bah ouais, mais je suis un peu Alors, du coup, je sais plus si... alors regardez, merci pour votre partage. Il y a les moments, et ça j'aime beaucoup cette notion de la solidarité. Parce qu'on on parlait ce midi justement avec Catherine et les collègues autour de ça, de voir que pour moi il y a une nécessité absolue à pouvoir avoir du soutien entre adultes dans un établissement scolaire. De repérer une ou deux personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans les moments où il est important de décompresser. Donc il y a un moment, on peut se dire, ok, entre deux ou trois collègues, on se fait 5 minutes de ficanassage, et c'est un terme du Sud. C'est 5 minutes de langue de vipère, ou je ne sais pas comment on appelle. Et là, on est à fond, on critique. Oui, pourquoi? Parce qu'on sait que ça, c'est la plus belle force de vie que l'on ait. Un an, on dit oui, il est con, il nous emmerde, oh, il a été bercé la tête dans le mur. À mon avis, il y a eu feu dans son berceau et on a éteint le feu à coups de pelle. Vous voyez? Une expression normande que j'ai appris lors d'un stage. Il y a dû avoir le feu dans son berceau et ses parents l'ont éteint un coup de pelle. Vous voyez les images? C'est pas bon pour le développement du cerveau. Alors, maintenant qu'on sait ça, on est embêté, il faut changer de pelle. Voilà.
Et donc, vous voyez, on se défoule. On est conscient du défoulement, c'est un besoin. On a besoin de récréation. Et de temps en temps, ben, oui, dire mon chef est un imbécile et peut-être un peu plus, ça fait du bien. Mais on est conscient que c'est le premier stade et où après, on va prendre la responsabilité d'aller regarder de quoi ça parle chez nous. Donc j'en peux plus, il est con, d'ailleurs ses parents sont pareils, c'est normal. Un con plus un con égale un con. Vous voyez ? Ni bien ni mal, on ne va pas rester là-dedans. Je deviens conscient que c'est pas ce que je veux vivre. Et dire, waouh, ben ouais, effectivement, moi je vois que j'atteins mes limites là. Et que j'ai besoin de soutien. Parce que là, sinon je crois que je ne vais pas y arriver et je vais basculer dans des méthodes pédagogiques qui ne me semblent pas très bonnes ni pour lui ni pour moi. Donc c'est peut-être juste le témoin. Soit que j'ai besoin de recevoir de l'empathie à la hauteur de ce que je vis, ou peut-être de demander du soutien à des collègues parce que là j'atteins ma limite et qu'aucun être humain n'est heureux quand il atteint sa limite. Est-ce que ça vous parle quand je vous le traduis comme ça ? Oui, de voir que oui, à un moment je peux avoir besoin de me défouler ou de recevoir de l'empathie. Et que quand je deviens conscient de ça, eh bien, je vais faire le premier pas de dire aux collègues, est-ce que tu serais d'accord pour m'aider ou m'écouter, ou peut-être qu'on trouve ensemble une solution. Donc oui, on va prendre les jugements comme étant une première étape pour reprendre la responsabilité de nos existences, parce qu'on est conscient que si on reste dans le jugement, je ne suis pas sûre que ça serve la relation. Ça va, c'est plus clair ? Donc, on a repéré les habitudes de langage, et la plupart du temps, dans les stages, eh bien, on va travailler aussi ce qu'on appelle les habitudes d'écoute. Donc, il y a quelqu'un qui arrive chez vous pour vous parler d'un truc important, et puis on reproduit la plupart du temps ce qu'on a vécu quand on était moyen, petit ou grand. Donc, est-ce qu'il y a une phrase, quelquefois, pour laquelle vous aimeriez avoir un temps d'écoute ? Si vous me dites une phrase. Et je vais vous dérouler tous les panneaux juste pour qu'on finisse sur un côté un peu comique. On va voir si c'est aussi comique que ça, mais ça fait rire. Une phrase que vous aimez, quelqu'un qui aurait besoin d'empathie, quelqu'un qui vit une situation moins que marrante, ça pourrait être quoi ? C'est vraiment difficile, ma pauvre. C'est difficile, ma pauvre. Ouais, quelqu'un qui vous dirait ça. Ouais, d'accord. C'est vraiment difficile, ma pauvre. Clore, changer de sujet. Ben écoute, je crois que c'est l'heure de la pause. Hein. Salut. Et tous les moments où on n'a pas les moyens. Redites la phrase, s'il vous plaît. Ça va être vraiment difficile, ma pauvre. Revenir à soi. Ah ouais, c'est comme moi. Alors figure-toi qu'en ce moment, je suis embêtée avec mes voisins. Oh là là, puis alors avec ma belle-mère, pareil. Vraiment, en ce moment, c'est la cata. Ça vous parle ? Alors je vous invite à refaire la phrase. Ça va être vraiment difficile, ma pauvre. Empathie pour le tiers absent. Ben, il faut dire que pour l'autre non plus, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ce qu'il vit, c'est rude. Hein. Ça ne doit pas être simple dans son quotidien, là, quand je vois que lui, certainement, il a besoin aussi d'être écouté. Donc, vous voyez, on prend soin de la personne qui n'est pas là. Vous voyez, c'est comme l'enfant qui rentre de l'école, qui dit « j'ai été puni » et le parent qui dit « c'est pas facile d'être instit ». Hop là. Ni vu ni connu. Ça vous parle ? Vous voyez, un élève vient dans votre bureau pour dire j'y arrive pas avec monsieur machin, là il n'est pas sympa. Et vous allez dire oui, enfin il fait quand même ce qu'il peut. Vous voyez, vous allez pouvoir vous repérer à partir de lundi, parce que maintenant j'ai intégré qu'on était vendredi. Alors, oui, enfin, écoute, je crois qu'en fait, dans ta vie, toujours tout est difficile pour toi. Et donc, expliquer son problème à l'autre, c'est... Mais je pense que tu as eu un problème avec ton père. Vous voyez, là, ça fait 10 ans qu'on lit Psycho Magazine dans les toilettes et on est devenu psychologue. Vous voyez ? Oui, enfin, quand c'est difficile aussi dans la relation avec la mère. Enfin, je pense qu'il y a une lignée aussi des femmes. Vous voyez ? Alors là, on s'embarque dans... Vous voyez ? Donc, le gamin qui vient dans votre bureau et vous lui expliquez le problème d'un truc qui vous traverse, qui n'a peut-être rien à voir. Pour peu qu'il soit normand. Pour peu qu'il soit normand. Alors... Ça va être vraiment difficile, ma pauvre. Il faut dire qu'avec la façon dont tu te comportes, c'est pas étonnant. Culpabilisation, ça vous parle ? Ça va être vraiment difficile, ma pauvre.
Oui, enfin en même temps, minimiser à l'époque, à l'échelle de la planète, quand je vois qu'il y a des migrants qui passent 3 jours sur un bateau, hein, tu vas quand même pas nous en faire un plat. Hein. Ah, ça, ouais, c'est vrai que ça commence comme ça. Et après, on ne sait jamais où ça arrive, hein, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, je suis même pas sûre que tu te rendes compte toi-même des conséquences. Tu sais, moi j'ai des collègues, ça a commencé comme ça, ils se sont pendus. Oh bah ça, moi à ta place, ça fait belle lurette que j'aurais demandé ma mutation. Et franchement, je ne sais pas encore ce que tu fais là. Donc oui, moi ça, j'aurais demandé ma mutation. Et puis sinon, peut-être que moi j'aurais même changé d'orientation, tu vois. Parce qu'il y a des moments, on peut se rendre compte qu'on n'est pas fait pour ce poste non plus, vous voyez. Donc conseiller, est-ce que ça vous a un petit peu parlé, mais pas non? Un petit peu? Alors, qu'est-ce que ça sert, ça? Eh bien, ça sert à prendre à soin de nous, mais d'une certaine manière, on voit que ça ne va pas soutenir la personne qui est venue nous voir. Et donc, qu'est-ce que ce serait que d'accompagner la personne? Eh bien, ce serait de la soutenir pour entendre de quoi elle a besoin. Quand quelqu'un dit c'est pas facile, peut-être qu'elle a juste besoin de se défouler et lui dire mais est-ce que tu peux encore dire ce qui fait que c'est pas facile? Peut-être qu'elle a besoin que ce soit mesuré, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'empathie. Peut-être elle a besoin juste d'expression. Peut-être elle a besoin de soutien et de regarder comment on va aller voir ce qu'il y a derrière les mots pour que la personne, elle voit ce qui est important pour elle et qu'elle puisse faire un petit pas qui la rende proactive de son existence. Pourquoi? Parce que le but de l'éducation, de mon point de vue, c'est montrer le chemin vers l'autonomie dans la conscience de l'interdépendance. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à vous. Et je vous souhaite vraiment une meilleure. Alors, ce que je vous conseille de lire, c'est peut-être le bouquin de Marshall, Les mots sont des fenêtres, parfois des murs, parce que j'imagine que ça vous parlera après cette conférence. Et il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Parents respectueux, enfants respectueux. Et ça, vous trouvez ça sur le site de la communication non violente, vous pouvez les commander. Pourquoi? Parce que ce sont des livres sur lesquels il y a beaucoup de pistes pratico-pratiques. Et puis peut-être que ça vous parlera en lien avec ce qu'on vient de partager à cet instant. Oui, madame? Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Véronique Gaspard. Mais c'était marqué dans le programme. Vous n'avez pas lu? Alors, on va vous frustrer, mais il n'y aura pas d'autres questions parce qu'elles ont un train. Donc, vous n'avez pas eu le programme. Alors, on va vous envoyer, avant les vacances, la biblio du docteur Guéguin et le bouquin dont parle Véronique Gaspard. Alors moi, je peux vous envoyer aussi d'autres documents par rapport à ce que je vous ai partagé aussi, parce que j'aime beaucoup offrir ce que j'ai reçu. Ce que je me propose, c'est de vous faire un petit groupe de documents qui pourrait être soutenant par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui. Ça vous va? Oui. Alors, je vais passer par votre collègue. Voilà. On fait ça? Donc, vous ne les retenez pas, là, vous leur dites au revoir, merci, je les emmène avec moi. Si jamais